Mesdames et messieurs, bonjour encore, bonjour à la grande famille que vous représentez partout au Cameroun et hors même du Cameroun. Bienvenue sur votre programme Talk Show 10-12 Le Zénith qui vous reçoit encore ce matin avec une grande fierté. Peut-on le dire exactement que les normalisations au niveau de la Fédération camerounaise de football auront échoué? Qu'est-ce qui peut justifier la réaction du TAS au lendemain, du moins à la veille du CHAN organisé en terre camerounaise aujourd'hui? Peut-on le dire que 2 ans seulement pour Sédou Mbonjeya et l'exécutif à la tête de la Fédération camerounaise de football qui n'auront servi à rien et aujourd'hui démis bien sûr et ils vont se mettre de côté. Comment comprendre le jeu trouble aujourd'hui à la Fédération camerounaise de football? Madame, monsieur Abdourahmane à lui seul peut-il tenir tête face à cette institution qui s'occupe du football camerounais aujourd'hui? Quel est le rôle ou encore la place jouée? Oui, le rôle joué par l'État du Cameroun et le gouvernement. Que peut-on dire? Quelle appréciation vous, Camerounais, vous faites de la situation aujourd'hui? Comment comprendre également que nous soyons en pleine CHAN et qu'il soit difficile pour à la fois les étrangers venus au Cameroun de se mouvoir d'une ville à une autre? Qu'est-ce qui peut expliquer que jusqu'à présent que Cameco n'ait donné aucune solution en ce qui concerne les flottes? On le sait, un nouvel exécutif vient d'être mis en place. Peut-on aujourd'hui quand même prévoir la CAN 2020 en se demandant, allons-nous vivre les mêmes réalités? La question bien sûr est posée, madame, monsieur. Avez-vous vous aussi regardé la cérémonie d'ouverture du CHAN? Vous en avez certainement fait de grandes appréciations. Et quelle appréciation vous faites de ce championnat d'Afrique des Nations qui se tient au Cameroun? Des stades sont en même temps affrétés pour cela. Mais une question évidente est posée. Qu'est-ce qu'on fait exactement du stade de Paul Biya aujourd'hui alors que nous sommes en plein CHAN? Bienvenue à vous, madame, monsieur. Installez-vous confortablement. La grande famille est encore là ce matin et avec elle jusqu'à 12h. Nous allons vous servir avec le même plaisir. Bonjour à vous. Charles Amem Bachou, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour monsieur Michel Gatchou, bonjour aux téléspectateurs, bonjour au coordonnateur national de l'ANIF, bonjour au coordonnateur national du tribunal criminel spécial, bonjour au coordonnateur de la CONAC et bonjour au coordonnateur du CONSUPE. Souffrez que je parle de coordonnateur pour bien dire celui qui coordonne pratiquement tout. La ville de Yaoundé compte, après calcul fait par une ONG, 1200 maisons d'une valeur d'1 milliard de francs CFA. Je dis bien 1200 maisons d'une valeur d'environ 1 milliard de francs CFA. Puis, cela appartient à 80% des fonctionnaires camerounais. Comment 80% des fonctionnaires camerounais ont pu construire des maisons d'une valeur d'environ 1 milliard de francs CFA? Que fait la CONAC? Que fait le TCS? Que fait la NIF? Dans tous les cas, c'est dans la ville de Yaoundé. L'autre étude est en train d'être menée à Douala. Vivement que ces personnes soient interpellées, que les architectes soient associés, les agents de l'immobilier soient associés pour avoir les valeurs exactes, calculées sur la base de leur salaire, même des affaires, même si c'est des agriculteurs, s'ils peuvent s'offrir des maisons de ce genre. Bravo aux fonctionnaires camerounais, une maison d'1 milliard, ce n'est pas donné à n'importe qui. S'ils ont pu construire, combien ont-ils dans le compte? Et vous dites bien 1200 maisons. 1200 maisons comptées, monsieur. À hauteur de 1 milliard par maison. Par maison. Voilà. D'environ 1 milliard, les maisons. On va simplement inviter les Camerounais qui nous regardent ce matin, si vous parlez de Yaoundé, à aller regarder allez faire un petit tour dans les quartiers Odia jusqu'au niveau de l'aéroport de Nsimalène. Peut-être vous comprendrez en réalité de quoi est-ce que cela retourne. Quand on parle de Nyom, Nyom c'est autre chose en réalité parce qu'à Nyom quand même, il y en a là-bas qui ont, on ne parlera pas de maisons mais des domaines. Quand même quand un Camerounais a un domaine à lui, c'est sur 1 km² justement de terre. 1 km² de terre, environ, voire plus également, il faut bien voir. Donc c'est des réalités qui sont perceptibles à Yaoundé aujourd'hui.
aujourd'hui. Mais si on veut donner de l'argent dans un pays et qu'on investit dans l'immobilier pour soi-même ou dans ces châteaux pour soi-même, finalement, est-ce que c'est le sens qu'on donnera au développement aujourd'hui? C'est ça qui laisse croire que le pays va de l'avant? Monsieur Michel, c'est le domaine pour des épouses, parce que tous sont des polygames, il faut construire à chaque femme une maison. Dans tous les cas, vivement que ces structures s'intéressent à ce domaine, à ce sujet, et que dans les jours à venir, le SGPR, qu'il prenne sur lui, comme il a pris pour les riz d'Orca et tout ça, qu'il prenne sur lui aussi de motiver les troupes, parce qu'on veut comprendre comment 80% des fonctionnaires camerounais peuvent s'offrir le luxe d'avoir des maisons à hauteur de l'environ 1 milliard de francs CFA. Mais c'est le tournis, monsieur Michel Gatchou. Pour Douala, vous allez vous écrouler d'ici vendredi. Attendez. J'ai bien peur que vos amis soient touchés. Mes amis je n'ai pas d'amis, monsieur Michel Gatchou. Bonbon Bengan Kandji, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Indigènes de mon état, je vous dis toujours de vous méfier de l'Occident. Depuis 6 ans pratiquement, le corps médical occidentalisé nous a dit que la recrudescence du diabète, des maladies cardiovasculaires est due au fait que nous mangeons à l'Occident. Il faut donc éviter. Maintenant, le même corps médical est en train de nous dire qu'ils ont échoué, qu'il y a une recrudescence des insuffisances rénales. Et surtout, ça commence à attaquer les plus jeunes, les enfants d'ailleurs. Et pourquoi, comment éviter cela? 3-6 petits conseils. Il faut éviter de retarder d'aller aux toilettes. Donc aller aux toilettes le plus tôt possible. Parce que les urines que vous maintenez peuvent vous affecter le corps et aller, surtout les femmes enceintes, aller atteindre jusqu'à vos bébés. On commence déjà à voir les bébés victimes d'insuffisance rénale. Allez vite aux toilettes, débarrassez-vous. Deuxième chose, il faut éviter de manger trop de sel. Il y en a qui disent oui, salé, j'aime le sel. Non, il faut éviter. Il faut éviter de manger trop de viande. Ça aussi, c'est pas bien. Évitez de boire trop de café. Café, des choses qui ont trait à la caféine et tout, c'est pas bon. Mais buvez beaucoup d'eau, surtout le matin. Et surtout, lorsqu'on vous détecte ces insuffisances rénales, soignez-vous très tôt, mettez-vous très tôt. Il y a des choses comme ça qu'on peut éviter. Mais maintenant avec le téléphone, si votre barre de téléphone reste une seule barre de téléphone, ne répondez plus aux appels. Ça va augmenter les charges sur vous. Mais également, avec vos mêmes téléphones, répondez de préférence avec l'oreille gauche. Voilà. Quand c'est le père qui le dit, vous comprenez que le père a le temps justement de voir un certain nombre de choses. Merci beaucoup Maman Bengan pour ce moment d'éducation ce matin. Et nous saluons bien sûr ceux et celles qui nous regardent. Et parlons effectivement d'insuffisance rénale. Nous connaissons quand même auprès de nous plein d'amis qui en sont morts et il faut faire très attention. Donc, comme Bon Bengal a très bien dit, buvons beaucoup d'eau, mais alors beaucoup d'eau chaque jour. Et surtout le matin. Et surtout le matin, très tôt le matin, peut-être pour nous. Mais Karine m'a regardé quand vous avez parlé de café, hein, je sais pas, vous m'indexez Karine, vous pensez que j'en prends un peu trop ou pas? Pourquoi vous m'avez fait le... Oui, parce que vous en prenez. Voilà. Vous êtes un féru du café. Bah, il faut pas dormir. C'est pas un secret. C'est un diagnostic. Non, mais après toutes les matinées, je les passe avec lui. Donc, je suis quand même capable de voir s'il en consomme beaucoup ou pas. Je vous fais justement la révélation que je vais vraiment réduire. Hein. D'accord. Voilà. Bonjour à vous Karine et bon début de semaine. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Il y a un spécialiste de la Momor Bengan, la médecine, la spécialité de la médecine qui permet de... Non, un spécialiste, c'est mieux que j'ouvre mon bord, un spécialiste de la gynécologie sur les mineurs qui a été arrêté par les populations à Loum il y a une semaine. Malheureusement, il a été attrapé par le commissariat, il a été repris des mains des populations par le commissariat de Loum, sauf qu'il a été encore relâché contre somme d'argent. Les populations sont très en colère de ce côté. On entendra parler, effectivement, on entendra parler au cours de l'émission avec vous, madame, messieurs. Le temps pour nous de saluer Dominique Audrey Oyengelek. Bon début de semaine, Dominique, et bienvenue ce matin. Bonjour Michel, bonjour téléspectateurs et bon début de semaine à vous également. L'histoire que je m'en vais vous raconter ce matin, c'est l'histoire d'un homme traumatisé et d'un père hyper blessé.
Le monsieur dit qu'il croyait avoir trouvé la perle rare, l'amour de sa vie, mais les menaces et les coups ont fini par mettre fin à leur conte de fées. De façon ramassée, je suis un homme bien bâti, grand de taille, avec une culture sportive, et on m'avait présenté cette jeune femme qui, cette année-là, était pour moi l'idéal féminin. On a commencé la relation, on a construit cette relation-là et au fil du temps, on a décidé de se mettre ensemble. Aujourd'hui, nous partageons le même toit depuis sensiblement 5 ans et on a un petit garçon d'à peine 2 ans. Le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que lorsque je suis en désaccord avec Carole, ça va dans tous les sens. Carole est désobligeante envers moi, elle est hyper violente envers moi. Et elle a tendance à vouloir me donner des ordres aussi dans la vie courante. Et parfois, on en arrive même à se froisser. La première fois que ça s'est passé, j'ai dû d'abord rentrer en famille. Je l'ai laissée dans la maison. Je suis allée vivre quelque temps chez mes parents. Et elle est revenue me demander pardon. Et je suis revenue à la maison pour le bien de la famille, pour qu'on puisse se remettre sur le droit chemin. Mais malheureusement, depuis le temps, ça continue. Carole est de plus en plus violente, de plus en plus, et quelquefois, cette violence-là s'exprime devant notre enfant. C'est un problème. J'ai oublié de mentionner que cette histoire nous vient du Maroc. Et quelquefois, elle le fait devant les enfants. Aujourd'hui, j'aimerais savoir comment gérer cette femme qui est hyper impulsive, hyper colérique, et qui est toujours prête à me taper dessus. Bon, de façon ramassée, hein. C'est un homme qui est battu par sa femme. Non, ça ne se dit pas. Il utilise trop de tournures linguistiques pour dire que sa femme. Charles, tout de suite, vous êtes opposé au fait qu'on dise que c'est un homme battu. Il n'y a pas d'homme battu pour vous. Et pourtant, vous avez vu Karine tout à l'heure, à l'intro, elle a refusé de parler d'un homme violeur. Elle a trouvé une figure de style. Comme ça, il faut respecter les gens. La vérité, elle a parlé de gynécologue spécialiste sur les mineurs. C'est même dit Karine. Voilà. Donc maintenant, c'est un homme qui se plaint d'être tout le temps battu par sa femme. Une fois, sa femme, en le poussant hors de la maison, lui a botté le derrière, sans même voilà. Et ça, donc, si c'est pas de la violence, si c'est pas être chicoté par sa femme. Mais en fait, la question fondamentale, c'est comment. Avec laquelle Dominique. Non, mais. Non, on ne valide pas la violence. On va se poser une question évidente, mais comment peut-on vivre avec une femme violente? Qu'est-ce qu'on fait lorsque sa femme est violente, impulsive? Parce que l'impulsivité, qu'on ne parvient pas à contrôler, vous renvoie à la violence physique, vous êtes irrespectueuse, vous ne trouvez pas l'espace nécessaire pour pouvoir bien vous comporter vis-à-vis de votre conjoint. Il dit également que parfois, lorsqu'il sort avec ses amis et qu'il n'a pas dit à sa femme, par exemple, où est-ce qu'il était, elle assaille de messages, tu es où, tu es où, tu es où, tu es où, et lorsqu'il arrive à la maison, paf, c'est la bagarre. Comment vit-on avec une femme violente, Charles Amel? Je vous la pose trivialement, la question. Ça n'existe pas dans notre monde, M. Michel Nacho. Comment ça? Le monde des Bantous. Ça n'existe pas une femme impulsive, femme violente, il n'en a pas. Impulsive, une femme forte. Une femme forte, M. Michel Ngachou. Pourquoi je dis ça n'existe pas? Ça n'existe pas pour la simple raison que lorsqu'on vient chercher la femme, ce n'est pas l'homme qui a choisi la femme qui vient la prendre, c'est la famille qui vient prendre la femme. Alors on a eu à connaître ce genre de situation où la femme arrive, dès les premiers jours elle veut donner le rythme, dès les premiers jours elle veut donner le temps, elle veut prendre. La famille vient administrer une correction sérieuse à la femme. En faisant quoi? Rassurez-vous que dans chaque famille, il y a tous les éléments qu'il faut pour aménager ce genre de comportement. Vous n'allez pas me faire dévier, mais je dis, on a envoyé la famille pour résoudre ce problème. Quelles sont les méthodes en fait que la famille adopte? On envoie, dans la famille, on a les gendarmes qui sont les belles-sœurs. Ouais. On choisit les belles-sœurs les plus belliqueuses qu'on a dans la famille. Ce sont elles qu'on dit, elles ne respectent pas son mari. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'à partir de tel, le chef de famille décide que Dominique, Audrey, Yengelek et Karine Sontia vont partir passer le week-end chez M. Ngachou. Et comme elles arrivent chez vous, on dit à M. Ngachou, ce jour rentre tard. Fais tout pour provoquer ta femme. Et M. Ngachou
Connaissant votre femme, vous utilisez les astuces pour pouvoir la piquer. Et lorsqu'elle réagit, en séparant la bagarre, on corrige. Je peux vous rassurer qu'on corrige de la manière la plus sévère, quitte à ce qu'elle ne se retrouve plus un seul jour à manquer un tant soit peu de respect à son mari. Bon, ça n'arrive pas aussi, je vous l'ai dit, parce qu'on prend la peine d'éduquer la jeune fille qui va entrer dans la famille. Je vais vous dire, monsieur Michel Gatchou, que j'ai mal. J'ai très mal parce que je dis souvent aux parents, lorsque vous vous retrouvez, vous voyez une relation qui perdure entre votre fils, votre fille et quelqu'un. Vous vous rendez compte, vous observez. Si les deux ne parviennent pas à vous dire, à des moments, essayez de percer l'abcès. Vous avez des jeunes filles aujourd'hui qui ont l'impression que le mariage ne se limite qu'à elles, leur seule personne, qui se refuse d'aller vers la famille de l'autre, qui se refuse. Un jour, je me suis amusé, monsieur Michel Gatchou, à poser la question à une fille qui voulait entrer dans notre famille. Attends, donne-moi le numéro de tel. Elle dit, je n'ai pas. Donne-moi le numéro du grand cousin, du premier de notre cas. Je n'ai pas. Donne-moi le numéro de tel. Vous voyez, elle a fait là, comme Dominique Audrey. Elle a bougé la bouche en disant, ça me sert à quoi? Alors, vous voyez, vous voulez rentrer dans une famille, mais vous vous retrouvez, monsieur Michel, à couper en disant que ce n'est que tel. Parce que là, c'est ça le problème de ce foyer, de ce couple. Vous voyez, l'homme ne nous dit pas que j'ai appelé X, j'ai appelé Y. Le mariage, c'est deux. Quelqu'un qui n'a pas le numéro de sa belle famille. La femme. Donc, ça, le mariage d'aujourd'hui, ça m'insupporte un peu. Je me retrouve coincé. Autre chose, un homme ne fuit pas la maison. J'entends souvent cette assertion, ah, je l'ai abandonné avec toi, hein, je suis sorti, je suis parti, je vais me refaire. Messieurs, c'est vous qui dotez, c'est elle qui part. C'est vous qui dotez. Allez faire ça chez les Blancs. C'est chez les Blancs que la femme prend tes affaires, jette dehors. On dit quoi au Gabon ou en Côte d'Ivoire, ton sac bleu. Elle jette le sac bleu, voilà. Elle jette ton sachet bleu. Monsieur Michel, c'est toi qui pars. C'est pas moi. C'est ma maison. J'étais doté. Je deviens locataire dès que tu entres chez moi. Mais lorsque ça ne va pas, c'est toi qui pars. Abandonner la maison et se retrouver à partir, c'est fabriquer des takam. Vous vous rappelez ce qui s'est passé aux États-Unis, où la femme, ils ont eu le problème, c'est fabriqué parce que le lit conjugal appartient à l'homme. Si vous décidez de partir, démonter votre lit, vous partez. En démontant, la seule chose qui appartient, c'est le lit conjugal dans la maison. Si vous décidez de quitter la maison, démontez votre lit conjugal, vous portez le matelas, vous sortez. Vous aurez quitté définitivement cette maison. Mais tant que vous le laissez, vous étiez encore là. Donc, monsieur Michel, une autre femme, et je termine par là, ne pose jamais la question à son mari, tu es avec qui? Tu fais quoi? Passe-moi le téléphone. Non. Ça, je le dis et je continue à le dire que les histoires des télénovelas que les femmes ont commencé à copier dans les années 2000 et qui se retrouvent aujourd'hui à influencer les relations dans les mariages où l'homme revient, l'homme peut dire, il revient, attends ton mari à la maison, il va t'expliquer, il va te dire de manière spontanée. Aujourd'hui, nous avons des avocates dans les domiciles. Aujourd'hui, nous avons des juges qui sont des femmes. Lorsque vous rentrez, des policières, elles veulent enquêter, elles veulent fouiller, il faut revoir. Donc, j'estime que à ce niveau, je finis par remercier M. Michel Gatchou, que l'homme, ce qu'il a lieu de faire, c'est appeler la famille de la femme, poser s'il aime. Appeler la famille de la femme, parce qu'on a vu des femmes comme ça qui, parce qu'elle est en colère, elle casse tout, elle cherche à tout déchirer et après elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer parce que lorsqu'elle revient en elle, parce qu'elles sont possédées, elles ont ce qu'on appelle chez nous les bantous, les 9e démons, elles sont possédées. Après elle se retrouve, M. Michel Gatchou a pleuré et demandé pardon. Mais c'est tard. Est-ce que vous validez justement on va dire cette position de Charles Amembachi aujourd'hui, Karine Santia, il y a quand même qu'à un moment donné, lorsqu'on a une femme impulsive, il faut apprendre à les gérer quand même, non? Oui, ça passe par un travail sur soi. À la base, ça passe par un travail sur soi. Maintenant, il faut aussi que si vous êtes dans une relation, que votre conjoint vous accompagne dans ce travail. Vous ne pouvez pas le faire seul, sinon vous n'allez pas vous en sortir, puisque vous vivez en société, vous vivez en communauté. Et dans le cas actuel, le gros défaut de ce couple, c'est qu'il y a un enfant. Et quand il y a un enfant dans les parages, il faut faire attention.
Et dit, bref, il faut faire attention. Moi, je suis toujours outrée quand je vois des parents exercer de la violence l'un sur l'autre face aux enfants. Là, ça fait qu'on arrête de protéger l'enfant et on montre à un enfant un exemple qui n'est pas le bon. Ça fait que l'enfant, quand il arrivera même en salle de classe, il aura l'habitude de frapper sur ses camarades de sexe opposé. Si c'est une fille, elle va frapper sur les garçons. Malheur à elle si elle rentre avec une dent cassée. Si c'est un garçon, il va frapper sur les filles. Malheur à cette fille si elle a un parent qui est vraiment haut placé ou un jour et cette fille se blesse. Donc il y a vraiment beaucoup de dégâts dans ce genre de cas. C'est pourquoi je ne conseille pas aux parents violents de garder auprès de les enfants. La réalité, c'est que à l'étranger, même pour les occidentalisés, quand c'est comme ça, on vous enlève parfois vos enfants. Parce qu'il n'est pas question que les enfants grandissent dans un environnement violent. Ça les conduit aussi dans cette violence. Maintenant, pour ces personnes, il faut aussi interroger leur antériorité. Où est-ce qu'ils ont grandi? Comment est-ce qu'ils ont grandi? Dans quelle atmosphère est-ce qu'ils ont vécu jusqu'à cet âge-là? Est-ce que dans l'atmosphère ou encore l'environnement dans lequel ils ont vécu aurait pu être une source motrice pour leur comportement actuel? Et si vous réussissez à interroger leur antériorité, vous allez vous rendre compte que certainement c'est une femme qui a vécu peut-être dans un foyer monoparental, ça c'est un exemple, ou alors elle a vécu dans un foyer où il y avait beaucoup de violence, soit c'est papa qui tapait sur maman, soit c'est maman qui tapait sur papa, ou alors elle a vécu dans un foyer monoparental où la maman était obligée d'avoir ce caractère-là pour s'en sortir et faire face à l'adversité. Maintenant, pour travailler sur elle, il faudra déjà que son conjoint et elle acceptent que c'est un problème. Qu'elle accepte qu'elle est malade, parce que ça c'est une maladie. Vous ne pouvez pas à tout bout de champ, à n'importe quelle situation, vouloir toujours taper sur l'autre. Quand vous regardez votre conjoint, il est très grand, il est très baraqué, mais c'est à chaque fois que vous voulez lui donner une gifle, vous voulez lui donner un coup de poing. Donc il faut d'abord qu'elle travaille sur elle. Et il faut l'accepter. Il faut qu'elle accepte qu'elle est malade. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut survenir à tout moment où quelqu'un se lève comme ça, il a juste envie de taper sur quelqu'un. Non, ça c'est un problème. Et c'est un problème psychologique. Et un problème psychologique justement qu'on peut résoudre, Dominique Audrey, si cet homme était votre frère qui se plaint, puisqu'il est votre frère, puisqu'il est notre frère en même temps, humainement parlant, et on a plein de Camerounais qui nous regardent, que ce soit hors du Cameroun ou à l'intérieur du Cameroun, qui ont des situations pareilles, comment est-ce qu'on peut résoudre cela de votre point de vue? Est-ce que c'est forcément la faiblesse de l'homme? Est-ce qu'il faudrait une fois la femme violente que vous ayez un caractère doublement violent pour la ramener à la raison? Il ne pourrait pas, dans ce cas, il ne pourrait pas. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres attitudes, parce que peut-être le silence, peut-être d'autres méthodes pour la ramener, parce que certainement il l'aurait essayé en vain. Je pense que pour résoudre un problème, il faut d'abord savoir quel est le problème. Avant de vouloir soigner sa femme, je crois que lorsqu'on décide de partager sa couche avec une femme, on a suffisamment mûrit le projet. On sait quelle est la personne, notre vis-à-vis, on sait comment est la personne. Donc maintenant, on dit également que pour mieux vivre avec des gens, il faut pouvoir les connaître. Que si vous connaissez quelqu'un, vous avez la possibilité de vivre avec cette personne-là. Donc cet homme, de base, sait que cette femme est impulsive. Et beaucoup de gens dans notre entourage manifestent leur impulsivité sans forcément dire « je suis impulsif ». Vous aurez des gens qui vous diront « moi, quand j'ai envie de faire quelque chose, je fonce ». Ça, c'est une personne impulsive. Quelqu'un d'autre vous dira moi je dis les choses comme je pense. Ça c'est être impulsif également. Donc il y a que l'impulsivité a ça de bon, a quelque chose de bon dès le moment où ça porte de bons fruits et que votre entourage l'apprécie. Vous aurez des gens qui décident de se lancer à corps perdu dans des projets qui portent leur impulsivité à ce moment-là a été déterminant et ça a marché. Donc cet homme, il sait que cette femme est impulsive et qu'elle réagit généralement avec ses émotions, parfois sans réfléchir. Et dans la plupart des cas, c'est un problème. Il le sait. Comment donc se comporter quand on sait que mon père, lorsqu'il rentre et qu'il se rend compte que la cour n'a pas été balayée, il va faire des problèmes. Vis-à-vis de la femme. Écoutez, comment soigner cette femme? Écoutez, je vous en prie. Lorsque à la maison, les enfants savent que leur père n'aime pas trouver la grande cour sale lorsqu'ils rentrent le soir, au risque de l'entendre bavarder toute la nuit,
les enfants s'attellent à ce que leur père ne trouve jamais la cour sale. Donc cet homme sait comment faire pour éviter que sa femme n'en arrive là. Lorsque votre femme est impulsive et qu'elle s'inquiète d'une certaine façon et qu'elle le manifeste mal, le fait de ne pas savoir où se trouve son mari, d'abord qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal à dire tendrement à sa moitié, tu es où, je veux savoir où tu es ou bien avec qui tu es. Il n'y a rien de répréhensible et ce n'est même pas réducteur de dire à sa femme non, après le travail je me suis arrêtée avec Michel. Donc si cet homme veut vraiment qu'il n'y ait plus de tension dans son couple, qu'il s'arrange à éviter d'avoir des situations conflictuelles avec sa femme. En lui rendant compte en permanence de l'endroit où il est, en lui disant exactement, écoute chérie, je suis à tel endroit. Michel, tu es où? Michel, tu es où? Alors que Michel, tu devais rentrer à 16h parce qu'on devait aller voir ta tante. Tu es où? Pourquoi? Non, je suis avec Charles Hamel. Pourquoi? Ok, il n'y a pas de problème. Rentre bien. Ou bien Michel, il est 22h, tu finis le travail à midi. Pourquoi tu n'es pas encore rentré? Parce que madame s'inquiète de savoir où son mari est. Donc maintenant, on nous dit que... Est-ce que les inquiétudes doivent virer à la violence quand même? Ça vire à la violence parce que la personne en face a une certaine attitude. Lorsque vous avez quelqu'un en face de vous qui est en colère et qui est en train de bavarder, si vous riez au nez de la personne peut aller en vrille. Il y a une certaine attitude à avoir. Donc que ce soit pour l'homme ou pour la femme, on dit, lorsque votre mari est fâché et qu'il commence à aboyer, vous vous taisez, vous disparaissez. Mais il faut aussi comprendre que la femme comme l'homme, chacun a un caractère. On peut avoir un homme impulsif comme on peut avoir une femme impulsive. Donc ça va dans les deux sens. Si votre mari est impulsif, vous devez avoir une certaine attitude pour éviter qu'il se retrouve dans cette situation à agir sans réfléchir. Et également, l'homme en face, si votre femme est hyper caractérielle, vous devez également trouver des solutions. Auquel cas, mettez vos armations et le jour qu'elle va encore vouloir, vous serez celui qui aura gagné le combat et plus jamais ça ne se refera. Est-ce que la violence... Et maintenant, les belles sœurs qu'on envoie taper les femmes là. J'espère donc que le jour qu'on va dire ici que l'homme a tapé la femme et que la femme a appelé ses frères aussi pour venir taper, on va valider. Est-ce que la violence se résout par la violence Bobo Mengan? Permettez ça là. On va revenir. On va revenir. Faites mention. La violence peut-être se résout par la violence Bobo Mengan? Oui. Pourquoi? Il semble que le calendrier grégorien accorde une place importante au 14 février. Oui. Voilà. Le 14 février 2016, à Bonadibon, ici à Douala, vous pouvez vous référer au chef de quartier Bonadibon. Une dame mariée sort, elle rentre le lendemain le 15 et elle se met à taper sur son mari. Et donc son mari lui a dit, oui, t'es-tu, pourquoi? Comme elle avait l'habitude de le faire, les femmes du quartier Bonadibon se sont arrangées et ont copieusement tabassé cette femme. Et on a exigé à ce monsieur de se séparer de cette femme. Voilà. Bonadibon est là, ça s'est passé hier, le 15 février 2016. On ne sait pas loin, on peut remonter l'histoire. Et c'est ce qui s'est fait. Le compte rendu de ces femmes amené, donc c'est eux qui ont réuni le conseil de famille de l'homme en disant que nous, c'est vous qui l'avez épousé, mais nous, on n'accepte plus cette voisine comme femme de notre voisin là. On en a trop, c'est trop. Et là, bon, justement, c'est pour vous dire que... C'est une forme de violence. Oui. Je vais dire de masse. Est-ce que ça ne visait pas à ramener cette femme à se corriger? C'est parce que la population était exaspérée. Les femmes de Bonadibon ont estimé qu'il en est trop. Oui. Cette femme-là mettait son mari dans une situation inconfortable. Et surtout, avec les enfants. Avec des enfants. Les enfants, ce n'est pas normal. C'est ce que Charles Hamel essayait de vous comprendre. Parce que chez nous, le mariage, c'est la communauté. Vous êtes la femme de la communauté, mais ce n'est pas la communauté qui saute sur vous. C'est pas ça. L'enfant, c'est l'enfant de la communauté. Votre maison, c'est la maison de la communauté. Et, bon, malheureusement, quelqu'un a écrit un livre pour le libéralisme communautaire, mais il n'a pas expliqué ce que c'est que la communauté. Comment on doit vivre une vie de communauté. Bon, on est venu faire le tribalisme autre et tout, et sans comprendre la décentralisation ou alors le fédéralisme en Afrique, c'est cela. Donc en réalité, dans le fait ici, comme nous sommes dans la société que vous appelez moderne, il faut à cet homme d'adhérer à l'association camerounaise des violences faites aux hommes. Nous en avons, je suis là. Mais vous n'êtes pas violenté, vous? Non, c'est pas que ça qu'il s'agit. Moi, ma fille est ceinture noire en karaté.
Voilà. Mais ce n'est pas pour aller taper son mari. Il lui a dit, si un jour tu oses frapper ton mari, tu n'es plus ma fille. Et justement, dans le quartier, elle a appris à être plus mesurée encore et tout et tout. Donc, elle dit, jamais une fille de bonbon ose même parler fort. Si tu veux parler fort, ton mari, c'est à côté de l'oreiller. Et c'est lui qui doit te taper. S'il te tape dans le cul, tu dois sortir en souriant. Et voilà, tes compétitions de karaté là, et c'est pour te voir. Vous êtes assez de personnes qui valident les violences. Je le lui ai dit, elle le sait. Ouais. Et c'est ça. Donc, on ne peut pas de violence à l'égard de son mari. La seule violence qu'on accorde à la femme est généralement la bouche. Ouais. Tu parles. Mais dans le lit, dans la chambre, il ne faut pas que les enfants soient au courant. C'est ça l'initiation au mariage, le comportement d'un couple. Donc, ce que les Blancs ont apporté, oui, à 9 ans, il faut s'épeler, la police, on peut. Non, nous, on le sait devant. Même l'homme, quand il faut violenter la femme, c'est dans la chambre. C'est pas devant les enfants. Très bien. Et même si la femme sort là parce qu'elle entre dans sa cuisine, ne parlez plus. Que dites-vous justement à toutes les femmes qui nous regardent ce matin, qui certainement sont des femmes impulsives, parfois violentes, et qui prennent le risque même de porter la main sur leur conjoint? Ce sont de mauvaises femmes et elles vont transmettre cela à leurs enfants. Qu'elles ne soient pas surprises que leur vieillesse soit malheureuse. Très bien. Merci Mourbengan. Voilà le bon. Merci à vous, merci madame, monsieur de rester présents sur notre antenne. Votre édition de ce matin, c'est 10-12 le Zénith qui se poursuit et comme vous le savez, chaque matin, une colère vous est servie. Je m'interroge ce jour sur la question de la restitution du patrimoine culturel camerounais emporté pendant la période coloniale ignorée par le Sénat français. Polémique, grosse polémique née tout autour de la restitution de ce patrimoine après le vote sélectif du Sénat français. Le Cameroun a-t-il déjà procédé à l'inventaire de son patrimoine culturel emporté durant les différentes périodes coloniales? Point d'interrogation. La Namibie, le Kenya, la Tanzanie, le Nigeria, le Tchad, le Sénégal, le Bénin, le Niger se sont pensés sur cette question et sont en train de récupérer progressivement l'ensemble de leurs objets. Le Cameroun connaît-il de manière succincte ce que ce pays a perdu comme objet culturel et culturel pendant la période coloniale? La réponse semble être non. Le 24 décembre 2020, le Parlement français a adopté une loi portant sur l'encadrement du projet de restitution des biens culturels après examen par le Conseil des ministres français. La loi numéro 2020-1673 est désormais l'habillage juridique qui servira de socle à la restitution du patrimoine des différents peuples africains. Pourquoi l'année 1673? Eh bien, c'est parce qu'à cette date, ou c'est à cette date, que l'expression précaré français apparaît pour la première fois sous la plume de Vauban, dans un courrier adressé au ministre Louvois le 3 janvier 1673. C'est important de retenir cette date, 1673, raison pour laquelle ils ont parlé de la loi numéro 2020-1673. Allez lire ce courrier pour mieux appréhender la misère de l'Afrique. Le texte de loi a été adopté par 49 voix pour et aucune contre à l'Assemblée nationale et a été approuvé par le Sénat français. Comment comprendre que cette loi française, numéro 2020-1673, ne reconnaît que le Bénin et le Sénégal comme pays récipiendaires du patrimoine culturel, matériel et immatériel pillé, au mépris du Cameroun qui compte plus de 10 millions d'objets logés dans les musées français.
Comment comprendre que l'État du Cameroun n'a jamais pensé entamer des négociations en vue de récupérer nos biens culturels spoliés auprès de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne, ce d'autant plus qu'avec l'ouverture et l'aménagement du musée national de Yaoundé, l'inauguration du musée ou imminente du musée de Fumban, le Cameroun disposera désormais d'infrastructures suffisamment aménagées qui pourront recevoir cet objet. On le sait, l'Europe en entier ne vit que de l'exposition des objets culturels et culturels de l'Afrique qui rapportent gros à son économie. C'est à croire que les plus de 900 000 objets africains exposés au musée Quai Branly Jacques Chirac sont l'unique patrimoine du Bénin et du Sénégal. En termes de classification, le British Museum a 69 000 objets d'Afrique. Le Walt Museum de Vienne, 37 000 objets d'Afrique. Le musée de Tervuren, 200 000 objets culturels de l'Afrique. L'ex-Zaïre a à lui seul 180 000. Victoria and Albert Museum à Londres, 25 000. Musée royal de l'Afrique centrale en Belgique, 180 000. Au futur Humboldt Forum de Berlin, 75 000. Les musées du Vatican ont 400 000 objets d'Afrique. 400 000 objets. Et celui du Quai Branly, 900 000, en passant par les nombreux musées missionnaires, protestants et catholiques en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, en Autriche, en Belgique, en Italie, en Espagne. Pourquoi le gouvernement camerounais, le ministère des Arts et de la Culture, le ministère du Tourisme, comme les autres pays, ne se lance véritablement pas dans cette bataille de récupération du patrimoine? À quoi nous sert-il d'avoir le ministère des Arts et de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, si l'on n'est pas à même de travailler à la préservation du patrimoine culturel camerounais? Savez-vous qu'entre 80 et 90% de l'art historique africain se trouve dans des musées étrangers? Comment comprendre que 26 œuvres seulement qui constituent le trésor de Béhanzin soient restituées au Bénin et juste quelques sabres au Sénégal? D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères du Bénin avait frappé du poing sur la table en disant aujourd'hui que tant que ces objets ne seront pas restitués, la spiritualité du Bénin continuera d'en souffrir. Ils ont besoin d'avoir ce patrimoine qui participera au développement économique, politique et structurel du Bénin. Comment comprendre que le comité de réflexion mis en place par le Sénat français ne soit constitué à 100% que de Français qui devront débattre sur les objets culturels africains? Comment comprendre que ce comité de réflexion, établi par le Sénat et qui n'est constitué que de Français, est chargé de concevoir un circuit de circulation de ces œuvres? Et il ne suffit pas d'être afro-pessimiste pour comprendre que la logique de coopération culturelle est en train d'avoir des points de suspension. Comment comprendre que le Cameroun, qui revendique une multitude d'objets exposés dans les musées de France, s'y trouve marginalisé? Comment comprendre cette léthargie, ce sommeil barbiturique qu'ont nos dirigeants à récupérer des œuvres qui feront en sorte qu'au lieu d'aller visiter leurs musées, c'est eux qui viendront visiter nos musées et qui rechargeront cette Afrique? Comment comprendre que la mobilisation du Cameroun quant à la revendication de ces œuvres soit jusqu'ici timide, pourtant il est fortement concerné par ce pillage? Comment comprendre que les efforts des passionnés de culture soient battus en brèche par les caciques de Yaoundé, qui trouvent que c'est des dépenses financières inutiles? Cas du professeur Koumandou III, qui revendique depuis des années le rapatriement du Tanguay de Koumamba Pebel, la pirogue de Lok Priso, un patriarche Douala, arraché à Bonabéry le 22 décembre 1884. Comment comprendre que le délai fixé par la France pour la restitution des objets culturels de l'Afrique soit prévu pour le deuxième trimestre de l'année 2022? Et est-ce que le ministre Bidon Pat est au courant? Madame, Messieurs, il est important justement que nous saluions tous les Africains qui nous regardent ce matin. Quelle que soit la ville, le pays où vous nous regardez, soyez fiers de vous, soyons fiers de nous en tant qu'Africains, soyons fiers en réalité de ce patrimoine. Cher Lamel Mbathiou, notre collègue ici au Cameroun, d'ailleurs sur ce plateau, tente d'interpeller les nombreux Africains qui nous regardent ce matin
et en faisant savoir aux uns aux autres que nous avons d'immenses richesse culturelle qui se trouve aujourd'hui dans les musées français. Je voudrais, avec votre accord, bien évidemment, reprendre cette expression. Le 28 novembre 2017, lors d'un discours à l'université de Ouagadougou, le président Emmanuel Macron avait évoqué à la surprise générale ce sujet d'ailleurs qui fait polémique jusqu'à présent. Avait-il déclaré « Je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France », précisait alors le président français. Il ajoute en disant justement qu'il y a des explications historiques à cela, mais il n'y a pas de justification valable, durable et inconditionnelle. Le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans les collections privées et dans les musées européens. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Fin de citation. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et Charles Hamel, d'ailleurs dans cette colère, interpelle le ministère camerounais de la Culture. Le ministre Bidonpat en place a-t-il au moins une seule fois fait évocation d'un pareil sujet? Qu'est-ce qui peut expliquer que les Camerounais en réalité eux aussi soient éloignés de cette question aussi importante pour le tourisme et pour la valorisation des acquis culturels aujourd'hui? Charles Hamel Mathieu, vous voulez me faire une petite peinture? Il faut préciser que c'est le 20 décembre 2020 quand le Sénat valide le projet de restitution. Le Sénat français. Le Sénat français, voilà. 2020. Avec comme date butoir le deuxième trimestre de 2022. Nous avons combien de temps? Nous sommes en 2021. Est-ce que des actions... Est-ce que le Cameroun a procédé à l'inventaire? Ça fait bientôt des années que des milliards, à l'époque d'Amadou Toumouna, ont été dépensés pour l'inventaire, les pertes, et essayer de retrouver. On a mis des gens en mission. Nous sommes aujourd'hui en 2021. En 2022, dans le deuxième trimestre, ce sera le Cameroun a-t-il demandé? Bon, Bengan Kandji, au-delà justement de la question évoquée ce matin par Charles Hamel Mathieu, le combat d'une récupération, on va dire, des œuvres africains qui se trouvent dans les musées européens aujourd'hui, c'est un combat noble de le faire déjà revenir en pays, enfin, sur nos terres africaines. Et tout à fait. Mais quand vous citez Sarkozy, non, Macron, pardon. Quand vous dites Macron, ça m'énerve. Ça m'énerve précisément parce que Macron est à la suite de Sarkozy. Oui. Sarkozy avait dit au même endroit que l'Afrique n'est pas assez ancrée dans l'histoire. Non, là c'était à Dakar. Voilà, le même endroit, l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique, non, l'Afrique occidentale française, c'est comme ça. Et ils sont dans ce précaré. Parce que quand Charles Hamel nous ramène dans ce loi-là, ça vous passe dans la tête comme si c'était, j'allais dire, des récits seulement comme ça. Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Il a parlé des objets cultuels d'abord, avant d'être culturels. Donc, des objets cultuels, oui, qui ne sont pas forcément culturels. Non. Merci beaucoup. C'est les deux. Il y a cultuel et culturel. Ils ont pris les deux. Les différences, Bonbon. Voilà. La différence, c'est que ils disent que Mbombo a des objets, il a des fétiches, mais qu'ils me remettent mes fétiches. Vous savez ce qui venait de se passer l'année dernière, en pleine Covid? Non. Je vous dis, les Mbombok ont récupéré certaines reliques à la paroisse catholique de Kouadjoum. Kouadjoum, c'est que dans le diocèse des Eka, on vous entrer dans un village après Moum, c'est un village avant de rencontrer sur Laslour. À l'entrée de Laslour, avant d'arriver en Bankomo, il y a une imbrication à droite où on appelle souvent la l'eau, c'est la vie. Il y a une église catholique là-bas. Ils s'étaient passés maîtres par là de prendre les reliques et les gens qu'ils évangélisaient l'ont pris. Nos reliques ont commencé à leur créer des problèmes. Au point où, comme on dit souvent, nos ancêtres venaient les chasser de leur paroisse. Ils ont résisté. Après, ils ont appelé un bon bord. Ils ont dit, non, vraiment, pardon, papa, reprenez vos choses, ça nous dérange. Voilà ce qu'on appelle objet cultuel, c'est une signification. Très bien. Mais ils vous disaient, c'est eux, ils ne savent pas ce que c'est. Mais je veux dire, ils veulent nous acculturer. Et quand ces objets sont donc porteurs de ces choses-là, de ces cultes-là, ça les dérange. Ça les dérange et il faudrait justement que les initiés africains et camerounais, pour la plupart, essayent de voir dans quelle mesure on va actionner, que ce soit à Paris, à Londres, à Berlin. S'ils appellent les Bambombok,
ils vont nous les restituer là, c'est-à-dire au plus vite. Voilà, il dit tout presto, ils vont le faire. Puisque nous, on l'a fait, je vous l'ai dit, ils l'ont restitué dernièrement. Parce qu'à un moment, quand nous avons eu ce débat, pourquoi l'Église catholique est venue prendre encore les Touba, on a baissé les croix, ils ont appelé d'un détachement des militaires de, comment ils appelaient ça, de la base artillerie sol-air de DEA, non, du régiment d'artillerie sol-air de DEA, pour aller restituer la croix. On leur a dit, si c'est pour les pratiques rituelles culturelles, on peut faire en sorte que ce détachement des militaires n'arrive pas. On l'a dit à Monseigneur Ntep. Et le préfet qui était là, il dit Kosso, doit être dans la Damawa maintenant. Il a dit, mais bon, comme dans j'avais dit, dans la pratique, on voudrait que, ils ont mangé eux-mêmes. Leur fils qui est Monseigneur Ntep, on va voir comment les Bassa vont. On a dit d'accord, allez remettre. On a donc procédé autrement pour que ces reliques-là commencent à poser des problèmes là-bas chez eux. Et ils ont commencé à nous les restituer. On peut faire la même chose parce que Charles Hamel l'a relevé pour le dénoncer. L'État du Cameroun ne peut pas embarrasser l'administration française. L'État du Cameroun ne peut pas embarrasser ce qu'il considère comme les partenaires au développement. Sinon, seulement pour Fumban. Voilà. Parce qu'ils ont dit, les Français ont dit, on va voir les normes dans lesquelles on pourrait restituer ça au Bamoun pour mettre... Mais attends, quand ils prenaient ça, ils avaient quelles normes? Nous, on a les normes le trône de Mbombo. Nous, on a des normes de conservation. Sinon, ils ne les auraient pas trouvées. Je ne parle que du royaume Bamoun. Et vous parlez de normes de conservation que nous avons... Mais comment eux, ils n'ont pas pu conserver les leurs précisément parce qu'ils n'ont pas de préhistoire? Comment nous, on a pu conserver ces choses-là pendant plus de 500 ans? C'était avec les normes que Mitterrand a mises en place? Mais jamais. Donc, en fait, l'Occident vit par la rapine et la prédation. Je répète, l'Occident ne vit que par la rapine et la prédation. Il faut qu'on le sache. Mais maintenant, pour les maintenir, ils sont obligés de prendre nos élites, les mettre dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, encadrés par l'Église catholique en haut. Donc, voilà ce qui vous bloque. Et ce qui bloque nos dirigeants africains et camerounais pour la plupart. Heureusement que vous le dites en tant qu'autorité traditionnelle, justement, nous respectons justement... Et attendez, je vais terminer par là. Vous savez pourquoi Sarkozy l'avait dit? Non. Parce que les déclarations de Sarkozy pour revenir, c'est que l'Africain n'est pas assez ancré dans l'histoire. Oui. Ça, c'est la déclaration de Sarkozy, justement. Il est d'origine hongroise. Oui. Lorsqu'on lance la première mondialisation en 1492, le monde est divisé en 5 empires. Il y a l'Empire russe, l'Empire britannique, l'Empire français et l'Empire australo-hongrois. Donc, et vous comprenez pourquoi Bismarck, quand il dit que pour gérer le monde, il faut être 3 contre 2. Voilà comment la première mondialisation, je parle bien de 1492. Et lui qui est hongrois, il s'appelle même Pal de Bosca. Voilà, maintenant c'est dangereux. Et il vient donc, pourquoi on le met? Et vous voyez comment, je voulais vous voir comment le discours politique est enrobé. Il sait que Sarkozy a dit exactement ce qu'il pense. Il vient donc enrober cela. En fait, pourquoi ne pouvait-il pas dire quand je rentre, je vais réunir le même genre pour restituer. Il dit, on verra dans quelle mesure. En fait, c'est pour vous ramollir et pour ne pas mener le vrai combat que revendique Charles Hamel. Donc, je soutiens d'ailleurs, on a eu des images également de plein d'Africains, notamment en France et en Belgique, qui ont pris sur eux d'aller s'aimer des troubles permanemment. Des Congolais. Qui sont dit que nous venons récupérer ce qui nous a été volé. Alors, finalement, là, c'était pendant une vente aux enchères. N'est-ce pas le temps justement pour les nombreux Africains qui sont en Europe? Intéressez-vous au Cameroun. Les Africains font le travail. Commençons par le Cameroun. Non, revenons au Cameroun. Est-ce que c'est pas le temps? Bon, d'accord, les Camerounais notamment qui sont en Europe aujourd'hui, puisqu'il y en a plein qui sont là-bas, n'est-ce pas l'occasion de les interpeller en disant allez récupérer ce qu'on nous a volé? Aussi. C'est connu. C'est l'occasion. Non, c'est connu. Vous savez, c'est pour ça que les provenances sont connues. Voilà. C'est pour ça que récemment, quand
quand la base manifestait, il y a beaucoup de Camerounais qui disaient qu'ils auraient même pu diversifier leurs actions en disant que, ok, pendant que d'autres s'intéressent aux politiciens, certains s'intéressent peut-être à notre patrimoine et essayent de le récupérer. Ça aurait pu commencer par là. C'est ce que vous avez vu dans ces vidéos qui ont fait le tour de la toile où ces Congolais ont décidé d'entrer lors d'une vente aux enchères dans un musée pour réclamer une relique qui était en pleine vente. Curieusement calmé par le même blanc et ressorti, c'est incroyable. En fait, ce qui se passe dans cette histoire, c'est qu'il y a plusieurs types de pièces qui ont été saisies. Et les pièces n'ont pas été saisies au même moment. Et ce n'est même pas la colonisation. La colonisation à elle seule ne suffit pas pour parler de ces différentes pièces qui ont été saisies. Parce qu'avant la colonisation, pendant la traite négrière, il y a des pièces qui ont été saisies par des vols. C'est pour ça qu'on parle des pièces qui ont été récupérées lors des conquêtes militaires, des pièces récupérées lors des missions scientifiques, des pièces récupérées par des agents des administrations coloniales, c'est maintenant pendant la colonisation, et des pièces récupérées après 1960 à travers le trafic illicite des œuvres d'art. Eux, ils appellent ça les œuvres d'art. Pourtant, chez nous, c'est pas des œuvres d'art. Vous voyez, ça a des représentations, ça a des significations, ça a une fonction. Et quand c'est détaché de l'endroit où ça devrait être, ça nous cause d'énormes problèmes. Avec justement votre permission, Karine, on en reparlera dans un instant, madame, messieurs, puisque vous êtes sur Equinox Télévision, restez des nôtres. Mesdames et messieurs, sur les antennes Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith, merci de rester présents mais surtout fidèles. Pour vous qui nous regardez sur votre petit écran, quel que soit l'endroit où vous y êtes ce matin, que ce soit chez vous ou encore devant votre, oui certainement au bureau, parce qu'il y a pas mal de Camerounais qui nous regardent tous les matins étant au bureau. Nous saluons également ceux qui ont le smartphone en main et qui tentent tant bien que mal de réagir spontanément aux nombreux sujets évoqués sur cette antenne. Madame, monsieur, laissez-nous vos commentaires et vos appréciations. Surtout la voix du Camerounais. N'oubliez pas que vous êtes le peuple, nous sommes la chaîne et chaque jour qui passe, nous travaillons afin de servir le peuple que vous êtes au quotidien. Comment comprendre en réalité, on va dire, la morosité du Cameroun ou on dira même l'inexistante revendication du Cameroun en ce qui concerne le patrimoine camerounais, en ce qui concerne également les œuvres d'art qui se retrouvent aujourd'hui dans des musées européens, notamment français. Comment comprendre que ce soit aujourd'hui la France qui décide de quand et comment le patrimoine ou les patrimoines en termes d'œuvres d'art devaient être restitués aux pays africains. Au moment où on en parle, le Cameroun semble ne même pas être concerné par la situation et pourtant nous avons des milliers d'objets d'art qui se retrouvent, des milliers voire des millions quasiment qui se retrouvent dans les musées européens aujourd'hui. On s'en souviendra encore de ce reportage, surtout de ce documentaire regardé sur les antennes d'une télévision française, France 2, pour ne pas la nommer, avec l'exposition de Toutankhamon, souvenez-vous, qui a permis à plein de Français de faire des visites dans un musée et, souvenez-vous, allez voir le budget que cela a généré autour d'une seule année, madame, messieurs. C'est dire qu'il est important que les Africains se réveillent, mais surtout les Camerounais. Le Cameroun est concerné, Karine Santia, vous aviez la parole il y a un moment, et les revendications doivent être faites et menées par les Camerounais, que ce soit du Cameroun comme ceux qui sont aujourd'hui en Europe. Bien sûr, c'est pourquoi pour faire ces revendications, il faut déjà faire l'inventaire de ce patrimoine que vous réclamez. Et depuis plusieurs années, le ministère des Arts et de la Culture a lancé un processus d'inventaire du patrimoine culturel national, matériel et immatériel. Et en 2019, le ministre Bidonkwat a lancé pour la région de l'extrême nord et la région du nord. Jusqu'ici, quand même, on se rend compte que ce qui est fait n'est pas fait en fonction de pour ce qui est à l'étranger pour que ça revienne. On est plus dans une action pour promouvoir ce qui est à l'intérieur. Pourtant, on a tellement d'objets qui sont à l'extérieur et qui doivent rentrer. Et je vais vous dire que vous avez cité le président Macron tout à l'heure et je vais vous dire qu'un an plus tôt, le ministre des Relations extérieures de la France, Jean-Marc Ayrault, des Affaires étrangères, autant pour moi, s'était opposé à cette possibilité, soutenant l'inaliénabilité du patrimoine, alors que le président béninois Patrice Talon réclamait les objets d'art royaux collectés durant l'expédition militaire du général Alfred Amédée en 1892. Donc, c'est un combat qui a commencé depuis. Et en Afrique de l'Ouest, vous voyez qu'ils sont très actifs sur ce domaine-là.
là. C'est pour ça que vous avez vu le président Macron en parler étant là-bas. Sauf que lorsque vous voyez comment est-ce que ça se passe, vous vous rendez bien compte que ce que le président Macron disait était pratiquement pour l'Afrique de l'Ouest. Parce que depuis, toutes les actions qui sont menées pour réclamer ces objets-là sont en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal, le Bénin, Burkina Faso et tout. Vous ne voyez pas beaucoup l'Afrique centrale dans ces actions-là. Vous voyez que l'Afrique centrale reste encore très timide, très calme. On a l'impression qu'elle attend que le roi dise que ok, je vous renvoie ça aujourd'hui pour réclamer. Alors que ce qu'il aurait fallu, c'est après cette sortie du président Macron, parce qu'il avait demandé que certains chercheurs fassent des inventaires, que les Camerounais eux-mêmes fassent des inventaires et soumettent cela avec une lettre réclamant le retour de ces objets-là au Cameroun. Parce que ce n'est pas seulement en France que ces objets se retrouvent. Tout en respectant le peuple français qui nous regarde ce matin, c'est du vol en réalité. Comment pouvez-vous voler en fait ce qui ne vous appartient pas et vous demander à celui qui a été volé de vous faire une lettre pour revendiquer le retour de ce que vous l'avez volé? Est-ce que vous savez qu'en France, il y a un code du patrimoine qui fixe les principes d'inaliénabilité et imprescriptibilité des biens culturels appartenant aux collections publiques. Ça veut dire quoi? Les collections publiques, il y a un code en France qui protège ces collections-là, qui fait en sorte que ça n'appartiendra plus à personne si ça se retrouve là-bas. Mais là, c'est en France en réalité. Oui, non, attends, ce que Karine veut dire, Chalamel l'a fait tout à l'heure de le répéter, c'est que la loi de 1673 qu'on remet au goût du jour en 2020 fait en sorte que comme ça a été pris comme patrimoine français, c'est considéré comme tel. Voilà. Donc maintenant, par magnanimité, la France peut exposer ça pendant 24 heures au Cameroun et reprendre. Donc il est hors de question que le Cameroun vienne revendiquer quoi que ce soit, même des trucs de Njoya appartiennent à la France. C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, il ne faut que des actions culturelles pour créer des vibrations. Parce que nos chefs d'État, surtout pas le chef d'État du Cameroun, ne demandez pas à Paul Biya d'embarrasser la France. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Voilà ce que nous tissions. On avait un chef d'État qui pouvait prendre le risque. C'est fou. Mais comme il sait que ce n'est pas seulement culturel, c'est cultuel. Ça veut dire que ce ne sont pas seulement des fétiches. Ou alors que ces fétiches-là ont une âme culturelle approfondie et qui dépasse même l'âme de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie et de l'Église catholique surtout, parce que la France est la fille aînée de l'Église catholique, qui dépasse cette âme. C'est pour ça qu'il ne revient pas. Il préfère que ça reste à la mère patrie. Lui-même, il ira s'agenouiller là-bas. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer de votre point de vue, Dominique Audry, que le Cameroun, les Camerounais, honteusement choisissent d'abandonner ce qu'ils ont de plus cher dans les musées européens que de tout fait pour les revendiquer aujourd'hui? Bon, maintenant, il faudrait spécifier de quel Camerounais vous parlez. Je parle bien sûr de l'État du Cameroun, je parle du ministère des Arts et de la Culture, qui d'ailleurs n'a toujours pas donné, on va dire, n'a pas fait le bilan de son inventaire, n'a jamais donné un seul chiffre aux Camerounais pour leur dire, en termes d'inventaire, voici ce que nous avons répertorié comme héritage culturel et cultuel. Vous pensez cultuel n'est pas palpable, mon Bengan. Culturel, c'est pas palpable, mais culturel, c'est palpable au moins. Les deux, quand vous allez à l'église, vous dites Dieu tout-puissant, c'est culturel, non? Oui. Alors, mais pourquoi vous pensez que ce n'est pas contenu là-dedans? Très bien, voilà. Il y en a qui citent le rosaire au moins 18 000 fois, voilà, le chapelet 18 000 fois par jour. Voilà. Qu'est-ce qu'il met? Qu'est-ce qui est derrière ce rosaire-là? Qu'est-ce qui explique justement que notre pays, que l'État du Cameroun, que le ministère des Arts et de la Culture, que le ministre, l'actuel ne s'y penche plus? Ça ne rapporte rien. Enfin, de leur point de vue ou bien de votre point de vue? Parce que... Non, je suis en train de répondre à votre question. Pourquoi personne ne se penche dessus, non? Parce que ça ne rapporte rien. Parce que ça ne les intéresse pas. Et c'est triste parce que récemment en 2020, on a 5 Africains qui sont entrés au musée Jacques Chirac, si je ne me trompe, et ont décidé de prendre ce qui leur appartenait en criant haut et fort que ça nous appartient. C'est notre objet. C'était
une sorte de piquet qu'ils ont arraché, ils ont décroché cela et ils ont été interpellés, on les a jugés au mois de septembre. Mais tout de même, il y avait un Congolais, tout de même, ils ont mentionné que c'était un patrimoine qui leur revenait de droit et qu'ils étaient prêts à aller n'importe où. Et les vidéos sont disponibles sur Internet parce qu'ils se sont filmés, ils ne s'en sont pas cachés, c'était pas un vol, ils étaient en train de réclamer ce qui leur revenait de droit. Vous demandez aux Camerounais de le faire, parlant certainement des personnes de la basse, et leur poser la question, je suis sûr qu'ils vous diraient que vous voulez qu'on les mette où, ici. Si jamais on dit, ok, la basse est allée, ils ont dit qu'on va prendre peut-être les marmites ou bien la pirogue dont Père Momoka parlait, récupérer, on va mettre ça où? C'est ce que vous demandez ou bien c'est ce que vous croyez? Non, c'est une réponse. Qui vous posera cette question? Les personnes que vous envoyez. Non, mais avant qu'ils ne pensent, c'était où? Parce que, non, il n'y avait pas encore de musée. Il faudrait qu'il y ait un endroit. Quand vous allez ce que je veux dire, Michel, est-ce qu'il n'y en avait pas? Ce que je veux dire, Michel, c'est que le Cameroun n'a pas mis sur pied une certaine politique pour pouvoir encadrer même tous les objets qu'on va réacheminer au Cameroun. Oui, on parle de sensiblement 6000 objets présents en France, par exemple. On vous les restitue. On a combien d'artisans ici au Cameroun qui sont à même de nous approvisionner dans des musées? Il y en a qui sont capables de remplir des musées, mais est-ce que des musées en avons-nous? Non. Charles Hamel dit tous les jours ici qu'on pourrait faire de l'ancien palais un lieu, un musée en lui-même. En lui-même, il constitue déjà un musée sans qu'on n'ajoute rien à l'intérieur. Mais est-ce que c'est vendu? Non. Achille Bembe, en 2018, a rédigé justement un article après la sortie d'Emmanuel Macron. Et il a fait savoir qu'on ne doit pas simplement parler de restitution. Il y a une réparation. Parce que ce ne sont pas simplement des coupes, tous ces objets culturels dont Père Bombok parlait. Oui. Il y a également des crânes qu'on a emportés et que après, au 19e siècle, ces crânes ont servi pour faire des expérimentations scientifiques. Ils doivent réparer. Il y a combien de personnes qui ont été tuées? Il y a énormément de choses, dont des Camerounais qui s'investissent dans ce combat, il y en a, mais on ne les écoute pas. Allez lire l'article, moi je ne peux pas vous le restituer ici. Il a parlé de plusieurs autres pays en Afrique. Et moi ce qui m'a choqué, et on devrait comprendre quelle est la position de ces musées-là, c'est qu'en 2017, voilà, dans un reportage au niveau de la chaîne nationale, le directeur de ce musée, Jacques Chirac, à l'époque avait dit ils ne sont pas tous ces objets, tout ce patrimoine ne leur appartient pas. Ils n'en sont pas les propriétaires, mais ils en sont les gardiens. D'accord, on vous le concède, vous en êtes les gardiens. Mais vous faites environ 19 millions d'euros par an en termes de chiffre d'affaires. Bon, ça c'est en 2017. Combien vous reversez aux propriétaires ? Puisque vous reconnaissez que ça ne vous appartient pas. Rien du tout. Et il y a la question de savoir comment est-ce qu'on va faire donc pour rentrer en possession de toutes ces affaires. Ils ont dit, bon, ça va dépendre des accords. On verra si on pourra vous les prêter de temps en temps. Si ça va revenir définitivement ou bien temporairement. Donc, pour rejoindre Bombo qui disait qu'on va exposer un mois à Yaoundé et après, ça repart. Ça ne vous appartient pas. Bon, ça nous appartient peut-être, mais c'est très fort quand même, parce que je reste encore sur une trajectoire. Comment vous volez ce qui ne vous appartient pas? Et Achille Bembe, justement, il a répondu parce qu'il y a ce qu'on a pris, il y a eu des razzias et il y en a aussi qu'ils ont acheté dans cet article. Admettons, ils ont acheté avec l'accord de qui? Permettons. Vous prenez ce qui ne vous appartient pas. Bon, voilà l'entourloupe. Écoutez bien le développement de Dominique. Oui, il y a un discours qui se développe là. Quand justement, après avoir fait ce que Dominique Audrey vient de dire là, il dit, ah oui, on a répertorié 23 000. La justice française a pris une décision et l'Assemblée, comme c'est une loi, l'Assemblée va voir dans quelle mesure on va. Donc c'est en cours de téléchargement au sein de l'Assemblée française. Ça fera encore 50 ans. Oui, tout à fait. Ça va encore pas 50 ans. Vous verrez donc un autre discours, un autre faux discours, comme on vous a donné un faux discours dernièrement en vous disant que les accords de coopération sont vraiment pour nous sommes dans le
même chemin. Voilà. Et nous sommes en éveil. J'ai dit, il y a un groupe de Bambombok, nous sommes en état d'éveil. Parce qu'on sait que la supercherie est entrée dans le champ juridique français. Ils ont sorti une décision là en disant non, c'est déjà répertorié. Le Cameroun a gagné le procès. Maintenant, c'est comme ça. Oui, le Cameroun a gagné le procès. Le Cameroun a porté plein temps. Donc voilà des entourloupes qui viendront. Que les Camerounais soient très éveillés. Mais quand même, votre solution m'interpelle et m'intéresse. Qu'est-ce que les Bambombok, les chefs traditionnels, les autorités, pas les chefs traditionnels, mais les autorités traditionnelles peuvent faire justement pour hanter l'Europe aujourd'hui, pour que ces objets, parce qu'il faudrait que nos voix africaines, nos sorciers africains se lèvent quand même pour pousser ces objets à commencer à crier dans les musées. On a créé au Cameroun l'association des sorciers et guérisseurs camerounais, pour essayer de regrouper un large spectre de personnalités. Parce qu'avant c'était un bon boxeur, on a fait l'expérience, l'église catholique en a subi, mais on ira justement, lorsqu'on aura cette masse-là, nous on ne veut pas être 1000, hein. Nous voulons être 9. Mais qui viennent, 9 qui viennent de tout, et on va faire ceci, je vais dire, ils vont nous les rétrocéder. Très bien. De manière, mais le problème, est-ce que les politiques en place vont même accepter? Bon, mais on ne demande pas leur avis. Voilà. On va donc hanter l'Europe, y compris le Vatican, parce que ici, le problème qu'ils ont mis en place, c'est que vos évêques sont là. Vraiment, on leur a dit, répondu par les gens en disant, les évêques là ne nous représentent pas, ils représentent Rome. Ils ne nous représentent pas. Voilà. Donc, et on espère justement que les évêques qui nous regardent ce matin peut-être ont compris. Alors, Charles Hamel, fondamentalement, le Cameroun en lui-même est éloigné de ces objets d'art. Le Cameroun en lui-même ne veut pas les récupérer. Est-ce qu'une solution, celle prônée par Mbongo aujourd'hui, peut amener effectivement l'Europe elle-même, ou la France, à s'y réveiller et dire Camerounais, je me rends compte que nous ne vivons plus, nous ne dormons plus à cause de vous, venez prendre ce qui vous appartient. Parce que si le politique dort, et que les sorciers se mettent ensemble, ils peuvent nous aider quand même, non? Monsieur Michel Gatcho, je vais vous dire que qu'est-ce qu'on a mis au devant au Cameroun? Deux choses, la politique et le sport. Vous appelez pas le FENAC, c'est ça? La FNAC. La FNAC. Il y a quoi dans ça? Il y a quoi dans le FENAC, le Festival national des arts de la culture. Sa vie, ça rapporte quoi? Il y a quoi dedans? Quel contenu? Qu'est-ce que vous allez voir dans le FENAC, monsieur Michel? D'accord, merci Bambombok. Monsieur Michel Ngachou, permettez-moi de vous dire que le Brachiosaurus brancae, le plus grand squelette, l'immense squelette fossile du plus grand dinosaure du monde, au monde même, monsieur Michel Ngachou, en Namibie, est en train d'être exposé à Berlin, où on fait toutes les études, toutes les recherches. On a même vendu les livres d'allemand, monsieur Michel Ngachou, avec cette image dans laquelle, quatrième, il y a Hollandech, vous avez vu ça, il y a Unvia, on retrouvait ce squelette. On pensait que c'était l'exploit des Allemands, mais c'est pris en Afrique. En Namibie? En Afrique, monsieur Michel Ngachou, c'est grave que l'Europe se vende. Nous avons l'obélix d'Aksum. Voilà. L'obélix d'Aksum, monsieur Michel Ngachou, c'est un roi qui pense qu'on crée, il crée une obélix en demandant à tout son peuple. Ça fait le tour, chacun venait poser la main en faisant un vœu. Vous venez poser la main en faisant un vœu sur l'obélix partout dans le monde. On a élevé ça dans la ville. Et on a élevé un temple, le temple de Yéa. C'était la première ville dans la zone de l'Érythrée, monsieur Michel Ngachou, qui frappait monnaie en Éthiopie. Prospère. C'est sous Mussolini qu'on a ramené ça. C'est en 2008 qu'on a ramené cet objet qui a développé. On a remis au même endroit, monsieur Michel Ngachou, les mêmes charges des personnes ont redéveloppé toute cette zone. Combien d'objets sont partis? En 1966, on a un blanc qui arrive au Cameroun, il vole la statue à Foakom. Une statue qui marche mâle et femelle. On a volé le mâle, enfin on a dit qu'on a vendu le mâle, ils sont allés. Tous les jours, la statuette se retrouvait dans la chambre du monsieur. Tous les jours, la statuette, il va mettre au musée, on arrive, c'est à l'entrée du musée. Un jour, il rentre, le gardien est en train de se balader, la statuette lui dit j'ai froid.
je veux retrouver ma femme. C'est en 1986 que la statuette à foi, comme vous pouvez frapper, a été restituée au Cameroun. Monsieur Michel Gatchou, nous savons la princesse Bangwa. C'est une œuvre de sensiblement 81 cm qui vaut aujourd'hui 1 milliard de francs CFA dans le monde entier. Je dis 1 milliard de francs CFA, c'est une statue de 81 cm volée au Cameroun. Mais on peut vous en citer. On peut vous en citer, monsieur Michel Gatchou, il n'y a pas longtemps, en octobre 2020, d'anciennes pierres taillées, c'est Karim Sontia qui était venu avec le sujet, d'anciennes pierres taillées, sculptées en provenance du Cameroun, ont été saisies. Rappelez-vous, ça sortait de l'aéroport. Si Karim Sontia qui avait amené, c'est des monolithes datant entre 200 et 1000 avant Jésus-Christ, monsieur Michel Gatchou, volés au Cameroun pour partir. Qui vend? Qui gère ça? Est-ce qu'on a un système de protection d'objets du patrimoine culturel camerounais dans ce pays? Combien sont déjà sortis de cette Combien sont déjà sortis avec Laval? Je demande, puisqu'on nous dit qu'il y a un travail qui a été fait, qu'on remonte à l'époque qu'on procède à l'inventaire du musée, seulement le musée national, les objets qu'il y avait, qui prend la peine Monsieur Michel, de se soucier de cela? Nous avons des professeurs, nous avons d'éminents professeurs qui ont travaillé sur la question du patrimoine culturel. Mais aujourd'hui, ça ne dit rien, je vous assure, ça ne dit absolument rien. On a dit oui, il y a des gens qui se sont battus pour le faire, il y a des gens qui sont montés, qui sont descendus, mais regardez que le Cameroun aujourd'hui est vide. Est-ce que vous savez, monsieur Michel Gatchou, qu'à l'heure actuelle, on est en train de travailler sur un tam-tam qu'on a prélevé à l'ouest. Je ne vais pas donner le village, monsieur Michel Gatchou. Ce tam-tam avait la faculté, lorsqu'on le jouait, on a dit qu'on allait prendre ce son de l'autre côté de la terre. Quand on jouait ce son, il guérissait la folie. Aujourd'hui, on a fait partie, un descendant, on ne sait pas comment, ils travaillent, font des expériences scientifiques dessus en essayant de rejouer pour capter ces mélodies qui soient. Nous avons aujourd'hui, on parle de la musicothérapie, où vous écoutez la musique. Mais monsieur Michel Gatchou, c'est de l'Afrique. Le Cameroun a tellement de valeur. Quel est l'inventaire? On a commencé en 2001. Après 2001, on nous a amené en 2015. En 2015, c'était au sud Cameroun qui devait s'étendre en 2005. 2007-2017, nous avons des dormeurs. Très bien. Nous avons des dormeurs. Comment nous les avons réveiller? des gens. Non, mais monsieur Michel Comment Gatchou, les réveiller? on doit réclamer. Voilà, on réclame. Savoir, monsieur vous Michel parlez Gatchou, votre voix quand? est-ce que vous savez qu'il y a eu des éléphants dans la ville de Douala, dans le littoral? Effectivement. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des antilopes, des panthères et que les meilleurs sculpteurs au Cameroun étaient des gars à Sawa? Vous le saviez? Non. Vous avez vu le trône de roi Sawa? Mais c'est là-bas en Europe. Le musée de Tervuren à lui, ça en a combien? Mais nous avons des gens qui dorment dans ce pays, monsieur Michel Gatchou. On vous dit qu'un seul musée qui a 900 000 œuvres d'art fait 19 millions d'euros là, multiplié en milliards. Ça devait rapporter combien à ce pays? L'île de Gorée, le Sénégal ne vit. L'économie du Sénégal tourne tout autour de l'île de Gorée. L'économie de l'île de Gorée, du tourisme. On va à Saint-Louis, on découvre. Qu'est-ce que nous avons au Cameroun? Aujourd'hui, ils se battent on interpelle ce matin parce qu'on le disait, il faudrait que nous appelions. C'est 2022. Oui, permettez. C'est le deuxième trimestre de 2022. Charles Hamel. Le plus important justement en faisant cette émission ce matin et cette colère, c'est de dire à tous les Camerounais qui nous regardent qu'ils doivent certainement interpeller le ministre des Arts et de la Culture premièrement et le ministre du Tourisme en réalité qui ne nous dit jamais rien de ce qu'ils font dans ce ministère. C'est incroyable. On ne peut pas avoir un ministère quand même du tourisme où on ne dit rien aux Camerounais, on ne fait aucun inventaire de quels sont les lieux touristiques du Cameroun, quels sont les objets. C'est incroyable. Et c'est à Mouanko seulement les plats de on a même de la peine, on a même de la peine, les dépasse. On a même la peine à dire. Tu les envoies. On ne peut pas dire au Camerounais que le ministre du tourisme c'est tel parce qu'il est quasiment inexistant. Ministre d'État. C'est assez grave quand même. Alors on va prendre les messages, Karine, des téléspectateurs et puis on revient. Alors, ce sont les dirigeants africains qui donnent ces objets au Vatican, non? Chaque fois. Voilà, ça, non, chez nous on avait volé. On a volé. Les prêtres venaient dans la confession, procédaient pas parce que les courtes cuisses étaient des gendarmes et des policiers, ils avaient des trucs qu'ils prenaient par la rapine.
Jusqu'à aujourd'hui, on est en train de fouiller les documents de l'université de Tombouctou qui ont été pillés, volés, tous les manuscrits tenus qui ont été pillés. On est en train de traquer les Sénégalais, les Nigériens. Ils ont mis des experts qui parcourent le monde entier. C'est un argent qu'on dépose là. Pas l'argent qu'on dépense ici là pour traquer les opposants. C'est un argent qu'on dépense, que ces pays dépensent pour rechercher ces différents manuscrits qui avaient de la valeur. Est-ce que vous savez, monsieur Michel Gadjou, que vous allez à l'ouest Cameroun, vous voyez les colliers bleu, blanc, rouge. Avec quelle couleur on obtient le bleu à l'ouest? Les couleurs qui sont connues, c'est l'ocre, c'est le vert. Voilà les couleurs qu'on connaît, l'ocre, le vert. On peut prendre le rouge à travers la terre, monsieur Michel Gadjou. Les vrais colliers des chefs, des vrais chefs, étaient en forme de tomate. C'était en forme de tomate. C'est contenu dans ces musées. Quand vous demandez à un chef, vous dites, j'étais là, on m'a seulement dit, j'ai entendu. Mais il faut aller récupérer ça, monsieur Michel Gadjou. Il y a tellement de choses qui ont disparu. Karine, les messages. Le problème du patrimoine culturel camerounais à l'étranger vient mettre en exergue l'appartenance de nos dirigeants aux loges occidentales, d'où leur fainéantise. Nicole Goyen, je suis allée au musée Quai Branly à Paris en 2020. J'ai vu tous les objets d'art camerounais, Joanda seulement famille. Les duplex de ça, l'argent qu'ils ont détourné. Le Jacques Chirac était un descendant d'une famille de négriers. C'est connu de tout le monde qu'il est descendant. Et avant de mourir, il a fait une interview dans laquelle il a dit qu'on a pillé l'Afrique, on a vidé l'Afrique de toute sa substance. C'est disponible. On a vidé, il est temps qu'on restitue. Que le musée Quai Branly commence à restituer les objets d'art. Mais vous savez que le musée commence à restituer. Le Cameroun ne fait rien pour récupérer. Pourquoi? Vous avez le professeur Koumandoumbé III, avec sa fondation qui a entamé pour le retour du Tanguay, la figure de Paul Tanguay de l'homme Priso, qu'on avait volé en 1884 lors du bombardement de la France. Mais est-ce que le gouvernement, il faut accompagner? C'est des actions qu'il faut accompagner l'individu au nom de la communauté peut revendiquer, mais il faudrait qu'il y ait des appuis sérieux. La présidence, il y a un ministère qui doit accompagner pour la restitution de cela. Et vous rendre compte que ce n'est même pas une copie, permettez-moi, monsieur Michel Gadjou, parce que dans l'équipe qu'on envoie récupérer, on envoie des hommes mystiques. Attendez, monsieur. Non, c'est que vous suivez, mais le sujet dérange qu'on demandera bien sûr aux téléspectateurs d'envoyer des cœurs parce qu'il y en a qui tentent justement. Le sujet dérange parce que vous développez une colère. Une chose que les Camerounais ne comprenaient pas et que vous amenez les Camerounais justement à comprendre, ça dérange. Donc pour ceux qui nous regardent sur Facebook, si je vous en prie, envoyez le maximum de cœur parce qu'on fait tout pour pouvoir vous empêcher, vous qui nous regardez de très loin, de pouvoir prendre l'essentiel de cette émission ce matin. Charles Amène. Alors je disais qu'on part avec, si c'est une œuvre comme le premier peigne qui avait été sculpté par une reine en dôme, et donc on connaît le premier peigne qui avait une charge, on va faire voyager un bonbon qui va arriver, qui va parler au peigne. Le peigne va répondre, il y a des charges. On va parler, tester, ça répond, on dit c'est pour nous, on récupère, on rentre avec. Vous avez des sculptures aujourd'hui, rappelez-vous, avant, à l'époque, la sortie de Calixte Béala, au niveau des îles, dont on retrouvait les différentes appellations de ces différentes sculptures. Il faudrait que ça rentre au Cameroun. Les messages carrés, vraiment, les messages. On va lire les messages des téléspectateurs. Il y a des activistes ici en Europe, dont Abdelaziz Moundé, qui milite fort pour le rapatriement des objets d'art. Car il y a plein de messages, hein? Oui. Il y a plein de messages, je vous en prie. Le téléphone se met à jour tout seul, c'est pas évident. Voilà. Voilà, les messages apparaissent. Il y a un jeune Congolais en France qui en a fait son cheval de bataille, récupérer les œuvres africaines. La justice française ne le laisse pas respirer, mais il ne se décourage pas. Jeannette Michael. On n'a pas de musée au pays. C'est quoi cette histoire de toujours se plaindre sur tout, cher Camerounais? On avait d'abord ça sans musée, non? On avait ça sans musée. Ça restait dans les paniers. Nos enfants là nous dérangent quand même. C'est-à-dire, ils acceptent, au lieu de restituer l'histoire de l'humanité en parlant par exemple de l'âge de la maîtrise du fer, ils se contentent des photocopies quand on les trompe en leur disant l'âge de la pierre taillée. Chers amis, chers enfants, sachez que vos aïeux avaient maîtrisé le fer et les anthropologues français n'ont pas voulu, occidentaux n'ont pas voulu le dire clairement. Comment pouvait-on vivre avec les lions, les rhinocéros dans la forêt si on ne maîtrisait pas le fer? Et la dernière découverte date de 2008 qui m'a été présentée. Je l'ai apportée au département archéologie de l'université de Yaoundé 1.
la première datation disait, et ça venait de la région d'Endom, que ça a 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc, si à cette époque-là, on maîtrisait le fer, et vous aujourd'hui commencez à dire ça existait, on les conservait comment? Voilà. Nous avons les endroits où on les conserve. Les Massas réclament aujourd'hui les terres cuites Sao. On vous a parlé de la civilisation Sao. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Il faut qu'on nous restitue tout cela. Ça va inspirer. Donc, ils ont l'impression que le musée Quai Branly a l'endroit. Non, mes chers amis, on n'avait pas le Quai Branly à l'époque. Il faut déjà reconnaître que jusqu'à présent, nos objets d'art continuent de sortir de notre continent via les antiquaires. Il faut protéger déjà ce qui nous reste. Commencez par éduquer les Africains. Combien de personnes ont des masques chez eux comme décoration? Vous allez acheter les tableaux de Picasso à des millions. Aujourd'hui, il est en prison, le grand combattant, mais les Africains sur le continent l'ont déjà oublié. Si même on vous donne les œuvres, là, le Cameroun va faire quoi avec? Les œuvres ne sont pas, ce n'était pas fait, il n'y avait pas de musée dans nos différents villages. Il y a des objets qu'on sort tous les 60 ans. Il y a des objets qu'on sort tous les 30 ans. Il y a des objets qu'on sort tous les 2 ou 3 siècles. Ce n'est pas tous les objets. Ils ont une fonction culturelle. Bomboka bien précisé dessus. Culturelle, rituelle, initiatique. Ça a une fonction mystique. On ne sort pas tout. Et ils utilisent la fausse image de Jésus que Léonard de Vinci a mis en place. Ça vous sert à quoi, les crucifixes là? Voici la croix de la vie. Ça a une signification et culturelle et culturelle. On n'a pas vu ce qu'on a vu. Est-ce que voilà, remontrer peut-être pour que la caméra puisse sur Internet. Ils savent ça. C'est différent de ce qu'on vous montre là où on a tué Jésus. C'est différent. Nous, la croix, c'est la vie. Ce n'est pas la mort. Donc, c'est l'homme, ça représente l'homme et la femme. Ça a une portée culturelle et mystique terrible. Et justement, c'est pour ça que l'Occident vous combat. Et peut-être avec votre permission, vous avez aussi une dent de lion là que vous portez. Oui, mais absolument. C'est une dent de lion. Oui, non, ça c'est pour dire qu'il peut manger les gens la nuit s'il veut. C'est pourquoi j'ai dit que l'instant sur la croix vraiment. Donc le ministère se bouge à activer qu'on nous restitue parce que la clôture c'est 2022. Voilà, très bien. C'est 2022. Si, comme on nous dit, le gouvernement a gagné, ils ont gagné la bataille en France dans les tribunaux, qu'on commence à nous restituer parce qu'en 2022 ils ont dit qu'on ne nous loue pas nos objets d'art. Soyez gentils, mesdames et messieurs, vous qui nous regardez, je vous en prie. Vraiment, c'est pas dans notre latin permanent de vous demander d'envoyer les cœurs. Mais on ne sait pas qui sont ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui tentent tant bien que mal de nous envoyer les têtes de mort. Nous envoyer les têtes de mort. Je ne sais pas ce qui se passe en même temps les Camerounais. Lorsqu'on éduque le pays, qui est les Camerounais qui choisissent également de tout faire pour maintenir la famille, le Camerounais dans l'obscurité. Réveillons-nous, chers Camerounais. Il est temps. Le combat ne fait que commencer. On salue bien sûr les nationalistes et les combattants qui ont compris ce souci ou ces nombreux problèmes depuis pas mal d'années. Réveillons-nous. J'aurais voulu dire bonjour à Consil Lamine déjà. Il est là avec nous. Bonjour Consil Lamine et bienvenue ce matin avec le concept Salaka à nouveau. Content de vous avoir. Merci Michel Gatchou. Nous allons permettre à nos téléspectateurs de regarder déjà cet élément. Question de leur montrer la qualité, la garantie et la fiabilité des produits que nous vendons. On les accueille avec le tapis de braise. Bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable. Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Bon retour. Allez, Consil Lamine.
Nous vous écoutons ce matin avec ce produit encore tapis de braise. Alors Michel Ngachou, tu vois, j'ai le sourire au bout des lèvres. Alors ce sourire, c'est parce que j'ai passé un week-end très très fabuleux. Un week-end de qualité parce que j'étais aux côtés, bien entendu, de plusieurs téléspectateurs, de plusieurs clients du concept Salaka. Nous avons permis à ces téléspectateurs-là de vivre une démonstration des tapis de braise dans un restaurant de la ville de Douala. Et je donne rendez-vous aux clients de Yaoundé dans quelques jours seulement. Nous serons du côté bien sûr de Yaoundé pour une grande démonstration des tapis de braise. Alors ce matin, je viens avec des cadeaux. Vous savez très bien que c'est le concept Salaka et j'aime faire des cadeaux. Le concept Salaka a des partenaires et pas n'importe lesquels. Les partenaires de choix, les partenaires de marque, les partenaires qui vous permettront ce matin de repartir avec des t-shirts et pas n'importe lesquels. Les t-shirts Bee et Lion pour les premières personnes, les 3 premières personnes à commander un tapis de braise et des gants de cuisine, M. Michel Ngachou, ils repartiront avec un t-shirt estampillé Bee et Lion, l'un des partenaires du concept Salaka. C'est à l'endroit des 3 premiers clients qui vont commander, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, quel que soit le quartier. Dès que vous appelez directement le concept Salaka au 691 80 72 85, le 691 80 72 85 et que vous commandez les tapis de braise et bien entendu une paire de gants, on vous donne un t-shirt gratuitement Bee et Lion. Déjà, il est question déjà de rappeler à tous nos téléspectateurs les avantages du tapis de braise. Le tapis de braise, chers téléspectateurs, que voici, permet aux poissons de bien cuire. Le tapis de braise permet aux poissons, chers téléspectateurs, de ne plus coller. Le tapis de braise donne un goût particulier à votre... Oh là 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 là. On n'a plus besoin d'utiliser des grilles de camping. On n'a plus besoin d'utiliser n'importe quoi. Désormais, chacun devrait y avoir un tapis de braise de très très bonne qualité qui est en vente. Ah ben oui, Michel Ngachou. Il est en vente au magasin, 1001 tapis au prix de 10 000 francs. Mais nous le laissons à moins de 10 000 francs du côté bien sûr du magasin, 1001 tapis. On parle également des gants de cuisine que vous avez à moins de 5 000 du côté bien sûr du magasin, à moins de 6 000 francs du côté bien sûr du magasin, 1001 tapis. Nous manquons Stilamine. Merci encore de passer par là ce matin. Madame, Messieurs, vous faites bien de rester sur Equinox Télévision, 10-12 le Zénith, votre talk show de tous les jours, de lundi à vendredi, vous accompagne, vous restitue les faits réels qui gravitent autour de notre société, vous interpelle sur des questions qui parfois semblent être moins importantes, mais nous vous rassurons que le combat d'une libération du Cameroun est notre leitmotiv. Quoi qu'il en soit, Madame, Messieurs, nous resterons focus sur notre objectif. La toile s'est exprimée ce week-end, Karine Sontia. Qu'est-ce qui s'est dit? Il y a un retour des viols dans les villes du Cameroun, particulièrement Douala et Loum. Il y a quelques semaines, une fille de 12 ans a été violée. C'était à PK12 par un vieillard de 72 ans, si je ne me trompe pas. Maintenant, cet autre cas, c'est à Loum, particulièrement Loum Chantier, où une petite fille de 5 ans a été violée par un monsieur. La scène s'est déroulée il y a une semaine et la vidéo font le tour de la toile. La petite fille qui a été violée par ce monsieur-là, elle-même, elle a témoigné. Et c'est lorsque sa maman a lancé l'alerte dans le quartier que les populations se sont rouées vers ce monsieur. Ils l'ont arrêté et pendant qu'il parlait, il a dit lui-même qu'il n'a utilisé que 2 doigts. On vous laisse écouter un peu la vidéo. Elle n'était pas la seule. Et j'ai fouetté tous ces enfants qui ont commis tous ces œuvres.
Dans cette vidéo, le monsieur lui-même, il dit n'avoir utilisé que 2 doigts. La population a arrêté ce monsieur. Malheureusement pour la population, je vais dire, il a été repris par le commissariat de Loum, qui finalement l'a encore relâché. Et dit-on de ce côté-là que le monsieur aurait déboursé une somme de 350 000 francs pour être libéré finalement. Alors, en attendant justement, puisque les enquêtes sont en cours pour savoir exactement ce qui s'est passé dans ce commissariat, il est important de préciser que cette image fait le tour de la toile et le monsieur, pour le moment, n'a pas été inculpé, n'a pas été accusé. Et il a l'habitude de le faire, sauf que là, c'était le dernier cas et l'enfant a finalement parlé à sa maman. Voilà, donc l'enfant a parlé à sa maman, il a avoué quand même qu'il a essayé d'utiliser 2 doigts. Il dit le monsieur et pourtant l'enfant dit le contraire. Alors, Dominique Audrey, c'est quand même des questions de mœurs qui sont hautement sensibles aujourd'hui. Et nous parlons en regardant la caméra pour dire que nous sommes tous des parents, nous avons des enfants à la maison. Est-ce qu'on ne peut pas interpeller les parents à plus de précautions aujourd'hui sur, on va dire, la garde des enfants, nos filles? Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ce genre de Vous aurez beau être prudent, hein, Michel, mais lorsque votre enfant va aller à l'école, n'importe quoi peut lui arriver. Vous aurez beau être prudent, mais pendant que vous serez au marché et que vous aurez confié votre fille à votre frère, il pourra faire ce qu'il veut. Rappelez-vous des 2 petites qui sont mortes à Sembanga, Konsamba. Oui, c'était le frère du père, non? Tout à fait, le frère cadet du père. Voilà, vous voyez donc que aujourd'hui, les parents peuvent bien être prudents, mais on peut, je ne sais pas si c'est une maladie, comment on peut faire pour soigner ça? Et malheureusement, on est à la télé. C'est comme moi, j'aurais dit que j'espère qu'on a bien tabassé le monsieur là. J'espère qu'on lui aura fait voir des vertes et des pas mûres. Donc, aisément, en toute... Des vertes et des mûres. Oui, donc avec beaucoup d'aisance, il dit qu'il n'a mis que 2 doigts parce que c'est négligeable. C'est négligeable. Karine Sonti a dit gynécologue. Oui, parce qu'il fait les doigtés à une gamine de 7 ans. Non, j'espère qu'il a reçu quand même une correction. Et le comble, c'est qu'on dit qu'on l'a laissé sortir. C'est ça qui, par-dessus le marché, c'est incompréhensible. Alors, c'est quoi ce pays? Quand c'est comme ça, justement, si un commissariat est interpellé sur un fait comme celui-là et que le monsieur soit libéré par la suite, il y a quand même des associations qui peuvent s'élever et poursuivre le commissaire, non? Au sein de la délégation générale de la sécurité nationale, la police des polices. Oui. La police des polices. Ouais. Donc, c'est pas normal que ceux qui ont la charge de... J'allais dire, qu'on les appelle d'ailleurs, faut maintien de l'ordre, se lance dans le désordre. Et bon, pour le moment, vous l'avez dit, Karine aussi, bon, on les soupçonne. Mais il faudrait qu'il y ait la police des polices. Et au-dessus d'eux, il y a les magistrats. Mais je vous disais, vous avez posé la question à Dominique, non. Dans notre société, les enfants jouent. Les enfants doivent jouer. Et ils jouent entre eux, ils pavane et tout. Et ils doivent avoir les aires de jeu. Charles Hamel le disait encore, je pense, vendredi dernier. Quand vous avez des enfants, il y en a qui font le tennis, le handball, le volley, il y en a qui font l'athlétisme. Ils doivent avoir des aires de jeu. Donc, à ce moment-là, vous avez donc quelques bandits, quelques, je ne sais pas, psychopathes dans la société qui guettent quand un enfant est en train de rentrer. Non, ça ne devrait pas se faire comme ça. Ça ne devrait pas se faire. Ça veut dire qu'en fait, si on veut, j'allais mettre les barrières sur le déploiement des enfants dans la société, ça veut dire que quelque part, on veut appuyer l'action de ces malades mentaux-là, de ces criminels. Dans la société traditionnelle africaine, ces gens, on les castrait. Oui. On les castrait et on les orientait vers les activités paramilitaires. Voilà. Il n'y avait pas autre chose. Mais bon, maintenant, même le cas que Dominique a cité là tout à l'heure, comment une femme qui vient d'accoucher, le petit frère de son mari arrive, l'enfant, le nourrisson à 6 mois, elle doit aller à la veillée parce que leurs voisines avec qui ils sont dans l'association, votre mari arrive, vous lui confiez l'enfant, vous devez mettre quel garde-fou puisque vous confiez l'enfant à son mari. Il sodomise et le nourrisson de 6 ans et sa sœur aînée de nourrisson de 6 mois et sa sœur aînée de 6 ans. Il les tue et on n'arrive pas à mettre la main sur lui.
alors qu'au préalablement, on l'avait remis à la police. Ce n'est pas normal. Quand une société arrive à ce niveau-là, ça veut dire que nous sommes au sol. On en voit très peur, Charles Que les Bathiou. parents demandent aux enfants Monsieur de parler. Michel, De parler. ne vous trompez pas. Il y a beaucoup d'associations et de sous-associations. Il y a la tontine des milliardaires et la tontine des millionnaires. Il y a la tontine des sectaires et il y a la tontine des sorciers. Je parle trivialement pour que vous compreniez. Quand vous voyez une situation, Bombok nous a raconté une histoire très importante ici vendredi de Biton, qui a découvert, il a essayé de suivre le dossier. Au lieu qu'on le fasse monter, on l'a plutôt rétrogradé. Il est même allé rencontrer le chef de l'État, Maître Biton, il a montré le chef de l'État. Conseil supérieur de la On s'est rendu compte qu'il y avait des commissaires dedans, des juges dedans. Tout à fait. Monsieur Michel Bathiou, interroger l'action. Pourquoi libère-t-on facilement? Est-ce que les ramifications ne tournent pas autour d'eux? Quel est ce coup de fil qui est parti d'eux? Il y a ça, c'est ça le Cameroun. Quand Bombok et moi nous disons brisons le système, brisons le système. Vous voyez aujourd'hui sur la toile, il y a une tendance à la résurgence de la justice populaire. Regardez, vous avez vu tout à l'heure, même dans les images que Dominique, Karim Soncha, on dit non, trop c'est trop, il faudrait appliquer. Attention. J'espère que le ministre Laurent Esso et le président Fota Kotompou, ils sont en train de suivre la toile, parce que lui il est plus sur la toile. Il y a une résurgence, on avait réussi à casser, maintenant il y a une résurgence où les gens disent ok, comme ça arrive, il faudrait qu'ils se retrouvent dans les mêmes milieux, les mêmes tontines, les mêmes sorciers, des sectaires et tout, pour dire apprenons aussi à sanctionner nos amis qui posent ce type d'acte, parce que la violence et le viol ont repris Bonabéry. À l'heure où je vous parle, c'est devenu la tête. Alors, Bonabéry, maintenant c'est grave à Bonabéry. Ça, il faut citer M. Michel Gatchou. Alors, comment est-ce que vous pouvez marcher avec des femmes et avoir peur? Vous avez des snack bars ou vous avez des serveuses qui sont passées spécialistes dans l'utilisation de la seringue antitétanique pour endormir des filles. Oui, je le dis, il faut le dire ici sur le plateau. Dans beaucoup de snack bars, il y a des serveuses qu'on paye, on dit on veut telle fille. Il y a un groupe de personnes qui achètent des cuvettes, qui payent des cuvettes, qui payent en une soirée pour les 100 000 et disent ok, on veut telle fille. Elle fait l'approche, la fille ne donne pas, on prend la seringue de l'antitétanique, on vous injecte ça dans n'importe quelle capsule, vous ne voyez pas. J'ai dit, vous ne voyez pas, monsieur Michel Gatchou. On vient, on ouvre, on vous a mis la drogue dedans, la fille consomme, ils vont emballer la fille, on fait semblant la raccompagner, allez. Mais voilà ce qu'on vit. Mais c'est des personnes qui payent. Et aux autres victimes, lorsque vous avez commencé par rencontrer, que les familles apprennent à prendre le bic et la feuille, écrivez, plainte. Parce que dans ce dossier, il n'y a pas eu de plainte. Écrivez, formulez la plainte et allez, monsieur Michel Gatchou. N'occasionnez pas de vices de procédure. Merci beaucoup, Charles Bathiou. Et quand vous arrivez dans un quartier, si vous ne vous sentez pas en sécurité, déménagez. Mais jusque-là, ça ne résout pas le problème. Hein? Parce qu'il y a des psychopathes là partout dehors. Ça ne résout pas le problème. C'est pour ça que Charles Amel dit vous sentez que je ne peux pas vivre si vous partez. Puisqu'en fait, à un moment donné, vous n'aurez pas les moyens de faire face à tout ça. Mais vraiment, je vais te le dire. Hein. Vous faites ça aux enfants de certains, rassurez-vous, on ne vous le paiera pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des parents qui ferment les enfants à la maison. Non, vous faites ça aux enfants de certains. Vous faites ça aux enfants de certains, rassurez-vous, on ne vous le paiera pas. D'une manière ou d'une autre, on ne vous le paiera pas. Il y a un enfant dont on a déposé le corps hier à la morgue de l'hôpital de Deido qui est décédé électrocuté. Oui, comment on fait? Je dis non. Vraiment, chers parents, l'option d'enfermer n'est pas bonne. Contrôlez vos enfants. Si vous êtes dans une zone qui n'est pas accessible, pardon, déménagez. Mieux vaudrait préserver votre sécurité et celle de vos enfants que de les exposer. On prend au deuxième sujet, Karine. Oui, l'annulation des récentes élections de la FECAFOOT par le TAS qui décide tout de même de laisser à l'équipe dirigeante actuelle de mettre sur pied avec le concours de la FIFA la transition au sein de la FECAFOOT. Il ne faut pas, ça c'est selon Gianni Infantino qui a été interrogé par la chaîne nationale, il ne faut pas se ranger dans les luttes de camp mais s'unir autour du ballon rond pour faire la transition dans la sérénité. On vous permet de regarder avec nous cette vidéo. Place actuellement pour une question de continuité
de service devait procéder à faire les amendements réglementaires nécessaires et statutaires et après procéder à l'organisation d'une nouvelle élection. C'est ce qui va se passer. Je pense qu'il ne faut pas être nerveux à ce sujet. Au contraire, il faut être serein. Il y a une décision d'un tribunal, le tribunal arbitral du sport. Il faut respecter la décision, il faut la mettre en place. C'est l'équipe dirigeante actuelle qui va mettre en place cette décision. Évidemment, avec le soutien et le support de la FIFA qui va vérifier que tout se passe correctement. Parce que n'oublions pas que le Cameroun, c'est un pays important dans le monde du football. Quand il y a quelque chose qui se passe au Cameroun et dans le football camerounais. Voilà, justement, on a pu entendre ce que Gianni Infantino a laissé au micro, a laissé entendre le micro de nos confrères de la chaîne nationale. Il est important justement de le dire qu'à côté quand même de ce qu'il dit, il y a le secrétaire général qui a fait une sortie qui est contraire, Karim. Justement. Vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. D'accord. Je suis avec vous. Justement, cette sortie nous permet de retrouver déjà les Camerounais qui pensaient que c'était une mauvaise décision. Maintenant, il y en a qui disent qu'ils soutiennent le TAS dans cette décision. Maintenant, il y a aussi une certaine ingérence. Comment est-ce qu'une équipe qui n'est pas légale va organiser les élections? Alors c'est bien sûr Abdourahmane Amadou Baba qui a été d'ailleurs celui-là, le président de l'État filante de Garoua, qui a initié cette plainte au sein du tribunal arbitral du sport, aujourd'hui victorieux. Et à chaque fois, il est important de préciser qu'il gagne sa victoire. Mais il y a un camp, le camp de ceux qui veulent remettre le football camerounais entre les mains des, on va dire, des acteurs même du sport, du football camerounais. Et il y a un autre camp qui semble justement vouloir s'en approprier aujourd'hui. Alors le comité, l'actuel exécutif ne sera plus aux affaires, mais va tenir justement les rênes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau en respect des textes aujourd'hui. C'est une question qui interpelle plus d'un Camerounais, madame, monsieur. On va peut-être s'arrêter là ce matin. Il faut dire que non, monsieur, vous voulez pas? C'est la FIFA qui veut l'imposer. La décision du TAS ne le dit pas. La décision du TAS dit que on ne met pas un exécutif. On remet l'Assemblée générale de 2009. Mais il n'a pas terminé en disant par exemple qu'on reconduit le La solution c'est quoi? Ramener l'Assemblée générale de 2009? Oui. On réimpose, on repart là-bas? Oui, c'est l'Assemblée générale de 2009 qui s'est réunie et qui va mettre en place quelque chose. Alors donc la normalisation a échoué? Les normalisations ont échoué. Donc même c'est la FIFA qui veut accepter que l'équipe qui est en place doit continuer le processus 2009-2021. Et je suis sûr que là, Abdourahmane va encore attaquer la FIFA et il faut l'attaquer pour cela. Très bien. Donc, vous ne pouvez pas, c'est un organe, l'Assemblée générale. Pourquoi on vient lui imposer un exécutif qui ne valide pas? Peut-être faudrait conseiller un tout petit peu de Von Bio à la FECAFOOT aujourd'hui, avec Concy Lamine. Concy Lamine, vous l'avez, Von Bio? Mais je l'aime, Michel Gabou. Il faut le rappeler que d'ailleurs, je le conseille à tous les sportifs. Je le conseille à tous les sportifs, c'est très important de prendre les compléments alimentaires avant de monter sur scène. Il faut les prendre régulièrement parce que les compléments alimentaires, notamment le Von Bio Oméga 3, permet d'assouplir les articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3, je le conseille à tous les sportifs puisque nous parlons du CHAN 2021. Le Von Bio Oméga 3 permet également de stabiliser votre tension. Donc vous, amis sportifs, il est important de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. Et puisque nous parlons du CHAN 2021, je rappelle qu'il y a toujours les correcta des postas au magasin 1001 tapis. Et pour ceux qui peuvent voir certains sportifs pendant les répétitions, pendant les entraînements, c'est qu'ils abordent à l'intérieur de leur t-shirt. Ce sont les correcteurs de posture que je conseille également à tous les sportifs. C'est pour rester toujours du côté bien sûr du CHAN 2021. Donc tous ceux qui nous regardent
dans les hôtels, que ce soit les Zimbabwéens, que ce soit c'est-à-dire les Nigériens, que ce soit les Congolais, c'est-à-dire les Libyens, tous ces pays étrangers qui sont au Cameroun, c'est l'occasion plus que jamais de profiter et de repartir avec une boîte de Von Bio Oméga 3 dans vos différents pays. Il est important de l'avoir, ce complément alimentaire. Et vous l'avez en ce moment jusqu'au samedi 23 janvier 2021. Vous avez la boîte à 5 500 francs au lieu bien sûr de 6 000. Donc profitez de cette double réduction du côté bien sûr du magasin 1001 tapis pour avoir une boîte de Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Oui, une boîte de 30 gélules, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes, quel que soit le pays, le prix à débourser pour avoir le Von Bio Oméga 3 à partir du Cameroun, du côté du concept Salaka, est de 5 500 francs jusqu'au samedi 23 janvier 2021. Vous avez encore quelques jours seulement pour acheter une boîte de 30 gélules de Von Bio à 5 500 francs. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on parle également d'un lait de toilette pour diabétiques. Oui, ce lait de toilette pour diabétiques permet d'embellir, de protéger et de nourrir la peau des diabétiques. Donc uniquement pour les diabétiques, vous avez un lait de toilette. Il est de qualité, il est d'origine. Vous l'avez toujours en vente au magasin 1001 tapis au prix de 6 000 francs, qui est un prix de promotion. Un lait de toilette pour diabétiques à 6 000 francs. Il n'y a que le concept Salaka pour vendre un lait de toilette à 6 000 francs. Alors comment avoir son Von Bio Oméga 3? Comment avoir son lait de toilette? Comment avoir sa pommade contre les hémorroïdes? Comment avoir son correcteur de posture, ses languettes médicales? Tous ces éléments sont en vente au magasin 1001 tapis. C'est à Douala au Cameroun et nous livrons dans tout le Cameroun pour ceux qui nous regardent en ce moment. Merci beaucoup et très bonne semaine à tous ceux qui nous regardent ce matin. Et n'oubliez pas, il est important de consommer les Von Bio Oméga 3. Nous vous remercions Consti Lamine et certainement demain, lorsqu'il sera 10h avec le même plaisir, nous serons encore avec vous Consti. Madame, monsieur, merci de rester sur Equinox Télévision. La suite des programmes, c'est dans un instant. Charles Lamel, Bombo, Karine Santia, Dominique Audrey et moi-même, nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h. Si vous ne faites pas la politique vous fera. Et au pire des cas, elle va vous broyer. À demain.